Bonsoir à tous. En premier lieu, eh bien, je suis ravi de vous accueillir à l'Université Lyon 3. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de cette université. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous et de vous accueillir sur un terme dont on parle beaucoup, j'allais dire en ce moment, non pas depuis quelques heures, quelques années, depuis toujours, je dirais. Mais c'est vrai qu'il prend une forme, une préoccupation de plus en plus forte, en tous les cas, au moins dans les discours, dans ce qu'on entend aujourd'hui. J'évoquais il y a quelques instants avec Madame la représentante de Madame la ministre qui n'a pas pu venir aujourd'hui, que j'étais avec une autre ministre il n'y a pas longtemps à Sao Paulo dans le cadre de l'agence universitaire francophone, Madame Benguigui, et qui s'est largement exprimée sur cette question et qui a même fait le souhait que le nouveau président de l'AEF soit une femme. On a cru que ce serait une femme, une dame d'origine roumaine. Mais comme je vous l'ai dit, et peut-être que mon expression traduisait un sentiment, je ne sais pas, en tous les cas, c'était peut-être pas approprié, mais je l'ai dit. Je l'ai dit, un candidat de dernière minute lui a volé la présidence. Donc c'est peut-être une façon d'introduire les questions que vous allez aborder aujourd'hui. Je ne serai pas très long, je ne vais pas vous faire un long discours de président, mais je voudrais remercier les 3 écoles partenaires qui travaillent avec nous. D'abord, ça me fait très plaisir que ce soit 3 écoles, non pas que je ne sois pas ravi de travailler avec les universités, mais dans le cadre de la construction de ce qu'on appelle l'Université de Lyon demain et le Presse, ça montre que l'on peut travailler entre grandes écoles, universités, ce à quoi Lyon 3 se plaît à, comment dirais-je, fournir beaucoup d'énergie pour que ça puisse se réaliser. Donc merci à Centrale, à l'EM et à l'INSA, qui sont des partenaires qui débordent largement le cadre de cette manifestation, des partenaires de Lyon 3, mais merci d'être coordinateur avec nous. Je voudrais aussi remercier, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais si vous le permettez, excusez-moi, Madame Odile Mouzet, qui est chargée de mission à l'égalité professionnelle, merci d'être là avec nous. Monsieur Jean-Pierre Boissin, coordinateur du plan d'action entrepreneuriat étudiant. Et là, je voudrais lui dire tout de suite, d'abord que nous sommes un peu isolés, Monsieur Boissin, puisque je crois que nous sommes les 2 seuls hommes de tous ceux que je vais citer. Mais c'est un isolement qui nous est sympathique aujourd'hui. Que Lyon s'engagera à être force motrice pour le 2e volet du PE, du pôle entrepreneuriat étudiant. On vous l'a dit, je vous le répète à titre officiel au nom de ma fonction. Je voudrais remercier aussi Madame Dominique Manta, qui représente l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Et puis j'aimerais remercier encore à la fois Madame Charlotte Gaillard, déléguée régionale de 100 000 entrepreneurs, et Madame Bernadette Sauze, qui est directrice de Rhône-Alpes Active. Donc vous allez travailler sur différents ateliers qui sont autour d'un certain nombre d'idées reçues, si je reprends le terme qui a été donné pour ces différents ateliers. Si vous me permettez, je les citerai, je ne vais peut-être pas tous les citer. Les femmes ont moins d'esprit d'entreprendre que les hommes. Ça ressemble en effet à une idée reçue. Les femmes passent moins à l'action de la création d'entreprises que les hommes. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une idée reçue, parce que statistiquement, on peut se poser la question. Il est bien évident qu'on n'en fera pas référence avec une sous-qualité féminine. 3e élément, la contrainte familiale peut nuire ou limiter la création d'entreprises chez les femmes ou la possibilité d'investissement. J'aimerais presque avoir un témoignage personnel. Je ne sais pas si c'est la contrainte familiale en soi, mais dans les faits, il faut avouer que ça ne facilite pas forcément les choses. Lorsque je suis devenu président, le 15 mai, j'ai souhaité avoir des vice-présidentes femmes, non pas pour un quota, je vous le dis franchement, mais sur compétences, sur des différents domaines, et je n'ai dans mon équipe qu'une seule femme. Et la majorité des réponses qui m'a été apportée, c'est difficile de faire à la fois mon travail d'enseignant-chercheur, de m'investir sur une fonction qui demande beaucoup. Les vice-présidents oublient un peu leur recherche et leur enseignement. Nous faisons des dégagements d'horaire, je puis dire. Mais la dernière raison était très clairement, et en plus, j'ai mon rôle dans le cadre familial. Donc, je ne sais pas si c'est une contrainte définitive, mais c'est en tous les cas souvent évoqué, ce qui m'amène à penser que les questions que vous allez aborder sont avant, je dirais, un règlement juridique, avant tout ce que l'on pourra créer comme forme de loi, une vraie question de société en France, une question qui n'est pas nouvelle, et à mon sens, c'est sur ces questions de société qu'il faut penser à beaucoup travailler. Autre question qui va être débattue ce soir, les femmes sont moins bien armées que les hommes. J'avoue que
j'ai pas trop compris le sens de cette question, tellement elle était éloignée de ce que je pense. Je sais pas ce qui se cache derrière. J'ai même presque hésité à la citer, pour tout vous dire. Enfin, les femmes réussissent moins bien quand elles entreprennent. Elles font peut-être des choses plus durables, mais moins performantes. Là aussi, je pense qu'on est dans les idées reçues. Donc voilà, je n'en ferai pas plus long. Je vous souhaite bien sûr un travail intéressant, un travail qui puisse faire avancer, mais j'insiste vraiment pour moi. J'en ai débattu il n'y a pas longtemps où parlait justement de la question de la femme à travers égalité, diversité. Mais c'est une position personnelle, je sais qu'elle n'est pas forcément partagée. Je me disais autant la question de l'égalité, je conçois qu'on puisse se la poser, mais l'associer trop fortement à celle de diversité, ça me gênait, comme s'il y avait une diversité de genre qui se méritait qu'on se pose la question de l'égalité. Je trouvais que c'était pas totalement adapté et que, excusez-moi, mais ça donnait à la femme une position un peu particulière dans la société en général et dans la société française. Donc une vraie question de société à mon avis, et j'espère sincèrement que les débats que vous aurez aujourd'hui iront jusqu'à ce fond de questionnement de société, quel est le problème culturel français. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce type de problème, mais pourquoi en France la situation que nous connaissons en est encore là. Et encore une fois, même si bien sûr la loi peut accompagner des choses, des actions, des décisions, qu'elles viennent d'un gouvernement ou qu'elles viennent d'un chef d'établissement par exemple, peuvent accompagner des choses, je suis convaincu que ça ne suffira pas et que c'est un vrai problème de fond et sur lequel il faut travailler tant que nous le pourrons. Voilà, je n'en ferai pas plus. Je vous remercie encore une fois à tous d'être là et je vous souhaite bien sûr des ateliers extrêmement productifs. Je ne vais pas rester très longtemps avec vous. Ne croyez pas que c'est parce que je n'ai pas d'intérêt pour la question. C'est parce que malheureusement, les responsabilités s'enchaînent. Je ne suis pas le seul et que vous allez devoir nous quitter au bout d'un certain temps. Donc, vous me permettez de témoigner que ce n'est pas simplement parce que je suis homme et que je ne veux pas être là, mais vous aussi, madame, vous allez devoir partir un peu plus tôt que prévu. Merci encore une fois d'être là et j'espère que vos débats, encore une fois, seront très prospères. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander maintenant à Madame Manta, donc, qui représente la PCE, de nous introduire cette semaine de l'entrepreneuriat au féminin et avec une dimension supplémentaire en direction des jeunes. Bonjour, je suis Dominique Manta, je dirige la recherche, le développement et la professionnalisation à l'Agence pour la création d'entreprises. Alors tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser notre présidente Frédérique Clavel, qui a été appelée à accompagner la ministre et donc n'a pu nous rejoindre ce soir. Et donc ces bouleversements d'emploi du temps me donnent le plaisir et le privilège d'être parmi vous. Alors quelques mots sur cette semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. C'est une première, mais elle est là pour s'inscrire dans la durée. C'est un souhait de Madame Najat Vallaud-Belkacem de mettre en place une action symbolique autour de l'entrepreneuriat féminin auprès des jeunes. Et donc, ce sont plus de 100 femmes entrepreneurs qui vont aller à la rencontre de jeunes hommes et de jeunes filles dans les établissements du collège à l'enseignement supérieur, dans 5 régions pilotes cette année et une extension dans le futur. Donc cette année, c'est en Île-de-France, en Rhône-Alpes, nous y sommes, en Nord-Pas-de-Calais, dans les Pays de la Loire et en Normandie, et puis d'autres viendront nous rejoindre. Alors cette semaine, elle est jalonnée de temps forts. Vous êtes celui de l'ouverture. Il y aura un forum à l'Institut Pierre et Marie Curie. Il y aura d'autres conférences demain à Grenoble et partout dans les régions que je vous ai citées. Mais il y a aussi des dizaines de petits événements moins médiatiques, moins ambitieux, qui vont se passer dans les classes directement avec les partenaires de cette action. Alors les partenaires de cette action, outre le ministère des droits des femmes qui pilote l'action, c'est l'éducation nationale, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère du redressement productif, et puis nous sommes 4 partenaires associatif à vocation nationale, c'est 100 000 entrepreneurs,
dont une des représentantes est présente. C'est France Active, qui gère notamment le fonds à l'initiative féminine. C'est la Fédération Pionnière, dont Madame Sadi, représentante de l'association à Lyon, n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Et enfin, l'Agence pour la création d'entreprises. Je vais d'ailleurs vous en dire 2 mots. Alors, l'Agence pour la création d'entreprises, pour nous, l'entrepreneuriat féminin fait partie intégrante de notre mission fondatrice, qui est de promouvoir l'esprit d'entreprise sous toutes ses formes, entreprendre, intraprendre aussi, on parle d'entreprendre à l'intérieur de l'entreprise, dont toutes les attitudes qui favorisent la prise d'initiative font partie du champ de ce sur quoi nous travaillons, et puis en direction de tous les publics, les femmes, mais nous allons avoir à la fin de l'année un colloque sur les migrants créateurs d'entreprises. Nous avons des actions en faveur des jeunes. Jean-Pierre Boissin reviendra sur les pôles étudiants entrepreneurs, mais nous avons l'Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat et nous avons à ce titre une mission importante à l'égard des jeunes gens pour les sensibiliser à la création d'entreprises. L'agence est un centre de ressources. Nous avons une base importante d'informations, 17 000 pages Internet, pour ceux qui savent ce que ça fait comme volume de pages, c'est énorme, qui accueille chaque mois plus de 600 000 visiteurs. C'est tous les outils, toutes les méthodes et toute l'information mise à jour sous 24 heures en matière d'entrepreneuriat. Alors ça, c'est le site apce.com. Et puis ce site, il a des tentacules pour l'enseignement, pour les professionnels, auprès desquels nous sommes centre de ressources et d'expertise, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, réseaux consulaires, réseaux associatifs, ou bien les collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons. Alors, ces réseaux, nous les réunissons dans un comité qui s'appelle Synergie Réseau, et on traite des problèmes communs au réseau, qui peuvent être l'entrepreneuriat des femmes, mais qui peuvent être aussi les documents uniques du créateur d'entreprise, qui peuvent être le référentiel métier de l'entrepreneuriat. L'agence est présidée depuis décembre 2012 par Frédéric Clavel, qui est fondatrice du réseau Pionnière, la Fondation Pionnière, et qui nous a bien sûr incité à renforcer encore, s'il en était besoin, l'action que nous menons en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Alors pourquoi l'entrepreneuriat féminin ? En fait, il y a 550 000 entreprises qui se sont créées les 2 dernières années, des chiffres très importants, puisque en 2008, on était à moins de 300 000 entreprises créées, l'effet auto-entrepreneur, et puis l'augmentation générale de l'envie d'entreprendre, du goût d'entreprendre des Français, ont fait le reste. Sur ces 550 000 créations d'entreprises, 32% l'ont été par des femmes. C'est non négligeable, bien sûr, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors, pour l'Europe, c'est pas mal. On se situe dans la moyenne européenne, on va dire, peut-être un peu en dessous de la Suède ou de quelques pays plus habitués à l'entrepreneuriat féminin que nous, mais très inférieur aux États-Unis, où ce sont 48% des femmes qui entreprennent. Le sujet est un sujet général pour l'ensemble des membres de l'Union européenne. Il fait partie intégrante du projet Europe Horizon 2020 Entrepreneuriat. Alors, en quoi consistent les projets portés par les femmes ? Eh bien, en général, ce sont des projets qui ont une nature d'activité qui leur est commune. C'est vrai que ce sont beaucoup d'activités liées aux services, et notamment aux services à la personne, liées à la pédagogie, la santé, les activités juridiques. Il y a une forte, et pas seulement juridique, comptable aussi, il y a une forte féminisation des professions libérales. Ce sont des entreprises souvent de plus petite taille, probablement en raison d'une autocensure importante des femmes, manque de confiance, manque peut-être aussi d'encouragement de l'entourage à porter le projet et le développer. L'envie du petit chez soi plutôt que du projet plus ambitieux.
Alors, l'enjeu, donc, c'est de permettre aux femmes d'exprimer leur talent et leur potentiel de dirigeante. Je lisais ce matin en revue de presse qu'il y a un nouveau deal pour les femmes entrepreneurs qui est proposé par un think tank Terra Femina. Donner les moyens de conduire les projets d'entreprise avec succès en bénéficiant d'un accompagnement comment dirais-je, adapté à leurs besoins. Les femmes ont peut-être un peu plus besoin d'être rassurées sur leur capacité à faire, mais aussi sur le devenir de leurs projets. Ce sont des projets qui se montent un peu plus lentement que les projets masculins, moins spontanés, mais aussi assez solides. Derrière, bien sûr, il y a l'envie de dire aux femmes, vous êtes capables de contribuer à la croissance économique, vous avez votre part à y mener, ne vous censurez pas toutes seules. Donner également accès aux dispositifs d'aide à l'innovation qui sont plus utilisés par les hommes que par les femmes. Et là, il y a tout un travail, c'est un sujet auquel nous sommes très attachés et sur lequel nous travaillons avec le ministère du droit des femmes. Le savoir-faire, certains disent que c'est un problème chez les femmes et c'est faux. Elles ont toutes les compétences. Avec le temps, les femmes ont aujourd'hui autant, voire plus de diplômes parfois que leurs congénères masculins. Mais c'est plus, je le disais tout à l'heure, le poids des stéréotypes qui freinent le projet et peut-être l'autocensure à penser grand au démarrage. Madame Ouvert y reviendra tout à l'heure, mais le ministère du droit des femmes a placé l'entrepreneuriat féminin au cœur de sa politique en faveur de l'égalité professionnelle. Cette semaine est une des actions phares de cette politique. La PCE a son rôle à jouer. Nous allons avoir un certain nombre d'actions menées avec le ministère. Nous allons mettre en place un site internet dédié, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, un mini-site dédié. Nous allons mettre en place des actions de communication tout au long de l'année. Nous allons créer aussi des portraits de femmes et puis nous animons avec la Fédération Pionnière un observatoire de l'entrepreneuriat féminin qui manquait bien dans le paysage. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure des secteurs féminisés. On disait que les femmes s'autocensurent. Elles ne vont pas forcément vers les projets les plus ambitieux auxquels elles rêvent peut-être secrètement. Malgré tout, ce que l'on sait aussi, c'est qu'elles ont, comme leurs congénères masculins, le désir d'être indépendantes, le goût d'entreprendre et de réussir lorsqu'elles portent des projets. Elles ne déclarent pas, pour un tiers d'entre elles, avoir rencontré des difficultés particulières lors de la création de leur projet. Donc ça, c'est la même chose que chez les hommes. 3 ans après leur création, 66% sont toujours en activité. C'est la même chose que chez les entreprises menées par les hommes. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante et positive et qui nous engage à faire encore et encore de l'accompagnement à la création d'entreprises par les femmes, c'est que 75% de celles qui ont entrepris, le referaient volontiers s'il y avait à le refaire. Et là, déjà, c'est une première chose que l'on va promouvoir et que l'on va dire, on est heureux quand on entreprend. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne réflexion commune avec tous ceux qui vont participer aux tables rondes. Merci. Je vais demander maintenant à Madame Odile Louvet, qui représente l'État, d'intervenir. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis chargée de mission à l'égalité professionnelle et je travaille à la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Rhône-Alpes. C'est un service public qui est à côté du préfet de région et qui travaille dans le cadre d'un réseau qui a une dimension nationale, régionale et départementale. Nous travaillons en lien avec le ministère aux droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, mais également sous l'autorité du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Donc, suite à l'intervention intéressante de Madame Monta,
Agence pour la création d'entreprises, je vais vous décliner ce que l'on fait aussi du côté État. Donc notre action, qu'elle soit privée ou État, va dans le même sens. Et je souhaiterais d'abord commencer par une petite anecdote. Dans mes relations, donc, j'ai été souvent invitée à rencontrer des femmes chefs d'entreprise. Et récemment, une femme chef d'entreprise qui travaille dans le bâtiment, qui a une entreprise générale de bâtiment, me racontait qu'effectivement, quand elle venait avec un assistant vers un client, tout à fait au début, bien sûr qu'elle commençait son entreprise, on la prenait pour la secrétaire. Donc, c'est quand même effectivement... donc elle disait qu'elle était chef d'entreprise et tout le monde était un peu dans la confusion parce qu'effectivement je crois qu'on vit dans une société qui malgré on va dire il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de lois, il y a une lutte contre les discriminations, depuis 1945 on ne parle plus de métiers masculins ou féminins, mais les stéréotypes ont la vie dure et ils perdurent. Donc Madame Manta vous a donné les chiffres qui montrent qu'il y a encore des inégalités par rapport à l'accès des femmes à la création reprise d'entreprises. Donc, et pourtant, les femmes savent même reprendre des entreprises de bâtiment. J'en connais plusieurs. Je vous citerai le cas d'une très jeune femme qui, sur la zone franche de l'Est lyonnais, ou en-Velin exactement, a monté il y a 2-3 ans une entreprise pour enlever les graffitis. Donc, il y en a qui... Donc c'était une bonne opportunité. C'est une entreprise qui marche très bien et qui se développe. Elle est même en train de développer un groupement d'intérêt économique avec d'autres entrepreneurs en se disant il faut former les femmes, il faut aller vers un développement pour que les femmes puissent aussi aller sur ces secteurs où on a besoin de monde. Hein, le bâtiment, l'artisanat, vous avez une pyramide des âges assez élevée et demain, il y a beaucoup de place à prendre et il faut aussi que les jeunes femmes ne se retournent pas uniquement contre les ongleries. Moi, je vois beaucoup d'ongleries en ville et je me dis, mais combien de temps vont durer les ongleries ? Donc, pour revenir à notre action, donc lutter contre les inégalités, effectivement, bon, et c'est se poser d'abord la question des freins. Donc, les freins, quels sont-ils ? Alors, on peut dire que dans l'entrepreneuriat, les femmes choisissent l'entrepreneuriat parce qu'elles arrivent mieux à articuler les temps sociaux, enfin la prise en charge des enfants et les temps professionnels. Bon, c'est une question qui, au fond, n'a jamais été vraiment étudiée jusqu'au fond. Parce que si je regarde bien, quand je vois des femmes, des femmes, hommes ou femmes d'ailleurs, parents, qui veulent créer, sont-ils reconnus pour avoir une place en crèche ? Sont-ils reconnus pour avoir une place en halte garderie ? Eh bien non, pas forcément, parce que la création, la démarche de création n'est peut-être pas encore intégrée comme vraiment une activité. Donc je crois qu'il y a du travail à faire et qu'il y a encore des études à mener. Sur les autres freins, je pense qu'il y a beaucoup de freins psychosociaux. Donc effectivement, je vous l'ai dit, un regard qui fait qu'on ne voit pas les femmes à cette place et sur certains métiers. Donc ça reflète sur l'entourage et ça rend plus difficile pour la femme de laisser les rôles qui lui sont traditionnellement octroyés, assignés, dans lesquels elle est plus ou moins prisonnière et sur lesquels il faut un véritable combat pour s'en sortir. Je vous en parle en connaissance de cause. Donc si on veut vraiment aller sur d'autres champs, il faut que l'entourage soit d'accord, il faut que l'entourage qu'on négocie, et c'est toute une évolution. Donc ce travail-là, nous l'avons appelé travailler sur les freins psychosociaux d'une façon globale, et je citerai une action que nous avons mise en place, qui est un appui à la création de l'activité économique par les femmes de milieux populaires, qui prend en compte cette dimension, parce qu'il faut la prendre en compte. Et en tout cas, tout à fait au début, ça me paraît tout à fait important. Alors je rejoindrai une enquête, une étude qui est très intéressante, qui est sortie là, des études stratégiques, du Centre d'analyse stratégique, en avril 2013, qui parle de tous les freins qui sont intériorisés
et qui s'interroge pourquoi les freins restent intériorisés et comment pouvons-nous travailler, et qui dit que c'est aussi par le modèle, donc présenté à des jeunes, à du public large, c'est par le modèle et la communication du modèle qu'on pourra effectivement le plus possible évoluer. Mais cette étude que je vous invite à lire reste ouverte et pose bien d'autres questions. Je ne vais pas non plus m'attarder. Donc, en région, nous travaillons aussi, vous avez entendu Madame Manta qui a parlé du plan national pour l'entrepreneuriat féminin, donc effectivement qui prévoit à la fois de créer, de donner à l'Agence pour la création d'entreprises un rôle de communication, d'animation et de soutien à l'entrepreneuriat féminin, qui prévoit de renforcer un fonds de garantie pour les femmes. Donc il existe déjà depuis de nombreuses années le fonds de garantie à l'initiative porté par les femmes, qui est là pour justement réduire, conforter la femme dans sa recherche de financement, l'aider à aller vers un financement beaucoup plus important, puisqu'aujourd'hui ce qu'on voit bien, c'est que les femmes n'osent pas. Elles n'osent pas emprunter, elles n'osent pas dépenser l'argent du ménage et elles se retrouvent dans des situations qui sont parfois trop étroites et qui ne permettent pas un véritable fonds de roulement pour se développer. Donc il y a un véritable enjeu et le ministère veut justement renforcer ces moyens. Donc pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. C'est quelque chose qui va se mettre en expérimentation et qui va être testé sur plusieurs régions, comme vous l'a dit Madame Manta. Alors, en Rhône-Alpes, nous travaillons, nous aussi, au niveau de la délégation régionale aux droits des femmes depuis plusieurs années sur ces questions, et tout particulièrement depuis un accord qui a eu lieu en février 2012 avec la Caisse nationale des dépôts et consignations. Il y a eu un accord signé pour développer l'entrepreneuriat des femmes sur des régions volontaires. Donc Rhône-Alpes a été volontaire et nous avons mis en place un plan d'action en lien avec l'ensemble des structures, dont des structures qui vous ont été citées précédemment et certaines qui sont là. Et nous travaillons donc à associer ces structures pour que partout la question des femmes, la question des freins spécifiques aux femmes, parce que je crois qu'il faut en parler, soit prise en compte, à la fois par une formation à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour prendre conscience des inégalités, mais aussi réflexion avec les acteurs, parce que cette sensibilisation, elle a comme objectif de faire changer les pratiques et de donner aux personnes qui accompagnent, étant également aux banquiers, de lever un certain regard et d'aller un peu plus loin pour justement changer les choses. Dans le cadre de ce plan d'action régional qui est porté, alors Caisse des dépôts et consignations de Rhône-Alpes, la Directe Rhône-Alpes en tant que service de l'État, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes. Donc c'est son intérêt, c'est de réunir ces financeurs pour qu'effectivement il y ait une action concertée et des actions priorisées. Il y a le soutien à des initiatives comme le concours au féminin qui existe. Il peut y avoir d'autres soutiens notre objectif étant vraiment de travailler avec l'ensemble des territoires, qu'ils soient urbains, ruraux, et aussi de répondre à l'ensemble des publics. Et les problématiques ne sont pas toujours les mêmes selon les publics. C'est différent, effectivement, quand on vit en ville ou en campagne. Tout dépend aussi du niveau de diplôme. Alors, si on constate que les femmes dans la création d'entreprises sont plus diplômées que les hommes, elles ne le sont pas toutes. Et ce qui compte au fond, c'est la compétence, le savoir-faire, l'envie. Et après, il s'agit de se former. Donc c'est aussi d'inciter l'ensemble des accompagnants à proposer des programmes de formation pour que les femmes puissent se former en gestion, en management, qu'elles puissent aussi travailler sur le côté commercial, la communication. Donc nous en sommes au début et nous espérons que tout ça va se développer pour vraiment apporter un plus et que les choses changent, qu'on passe enfin, qu'on sorte du 30% où nous sommes depuis de nombreuses années.
Donc, pour associer l'ensemble des acteurs, nous avons décidé de proposer une charte pour développer l'entrepreneuriat féminin. Alors, cette charte est proposée par les financeurs, donc, dont je vous ai dit, c'est Caisse des dépôts et consignations, services de l'État, direct des RDFE et Région Rhône-Alpes, pour souligner que promouvoir l'égalité des femmes et des hommes en matière d'entrepreneuriat répond à deux enjeux majeurs. Un enjeu sociétal, l'entrepreneuriat des femmes comme facteur de dynamisme social. C'est effectivement garantir l'égalité professionnelle en luttant contre les stéréotypes et en faisant qu'on ne se prive pas de la moitié de l'humanité et des talents. On en a bien besoin. Un enjeu économique, l'entrepreneuriat des femmes comme facteur de compétitivité et appelant l'ensemble des acteurs à se mobiliser de manière concertée pour l'entrepreneuriat des femmes, promouvoir l'esprit d'entreprendre, compléter et qualifier les prestations d'accompagnement, inciter les créatrices à élargir leurs sources de financement. Et donc, voilà, c'est ce qui fait la charte, qui va être signée prochainement sur le Salon des entrepreneurs qui a lieu en juin. Donc, nous la signerons le 13 juin au matin, après une conférence qui est organisée dans le cadre du réseau économique féminin, qui montrera les différentes étapes de la création d'entreprise et l'importance de se professionnaliser, j'insiste bien, car être chef d'entreprise, ça ne s'invente pas, ça se travaille, c'est acquérir des compétences, et ce sont des compétences complexes. Ce ne sont non seulement un savoir-faire, mais aussi un savoir-être commercial, un savoir communiquer, un savoir diriger et un savoir gérer des relations humaines. Donc ça fait beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour les jeunes qui sont là, aller vers une formation et pour l'ensemble des femmes, aller vers une formation solide. Donc nous espérons qu'à ce moment-là, Najat Vallaud-Belkacem sera présente à la signature. Pour le moment, elle nous l'a promis. Et je vous attends pour cette signature qui sera un événement régional proposé par les services de l'État et les collectivités locales. Merci Madame Houffet. Je vais maintenant demander à Jean-Pierre Boissin, qui est le coordinateur donc, du pôle entrepreneuriat étudiant, de prendre la parole sur l'introduction de cette semaine. Donc je serai très très bref, puisque l'objet de cette table ronde, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas une femme, donc ça fait quand même deux qualités qui me manquent. Pour aller vite, donc j'ai une mission nationale qui est de développer la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur, dans les universités, dans les grandes écoles. Ce mouvement est parti depuis une dizaine d'années. Stéphane Marion fait partie des précurseurs dans l'enseignement et la recherche pour lancer l'entrepreneuriat, y compris dans le domaine universitaire sur le plan académique. Donc, je tiens à remercier d'ailleurs mes collègues lyonnais, puisque cette réunion a été organisée quand même dans les 4 dernières semaines. Il y a beaucoup de vacances en France, vous le savez, donc ça n'a pas été facile en termes de communication. Les Parisiens étant pas en vacances en même temps que les Lyonnais, enfin bref, et que les Grenoblois. Donc je tiens à remercier Béatrice Frézal pour l'INSA, Sylvie Mira Bonardel pour Centrale, et bien sûr Stéphane Marion et Alain Squin pour Lyon 3, pour avoir organisé très vite cette journée. L'élément que je voudrais donner aux étudiants, deux éléments. Il y a eu les assises d'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat se développe en France, c'est plus un tabou, on peut en parler pratiquement partout, dans n'importe quel établissement, donc ça c'est un point positif. L'idée forte, c'est qu'avec les assises d'entrepreneuriat, tout le processus va être renforcé dans les prochaines semaines, de valoriser toutes les démarches entrepreneuriales, toutes les expériences des étudiants dans le cadre des ECTS, leurs crédits pédagogiques, d'intégrer des modules dans les modules pédagogiques. Et je dirais pour ceux qui veulent entreprendre très vite, après ou pendant leurs études, 2 points importants: faire sauter le verrou du stage, certains ont déjà trouvé des solutions, mais de généraliser une solution qui est de permettre à l'étudiant de développer son projet de création d'entreprise pendant son stage, notamment en dernière année de cursus. Et enfin, de pouvoir créer une sorte de statut un peu entrepreneuriat étudiant à la sortie des études, c'est-à-dire d'offrir une formation
qui soit avant tout basé sur l'apprentissage par l'action, du learning by doing, pas des cours, mais plus de l'accompagnement, du pré-accompagnement. Donc comme ça vient de se faire, d'être lancé à Lyon 3, y compris des espaces étudiants, des espaces d'incubateurs, mais y compris que les étudiants puissent avoir une formation qui permette de les diplômer, y compris même s'ils n'entreprennent pas à la fin, mais de généraliser ce type de formation. Et pour lancer la suite, je dirais que puisque j'ai cette mission, une de mes interrogations, c'est de savoir jusqu'où il faut aller par rapport à l'entrepreneuriat étudianteux. Il y a 5 ou 6 ans, on avait fait une enquête sur des modules en entrepreneuriat pour voir leurs effets sur l'intention entrepreneuriale. Je suis par ailleurs donc professeur d'université. Je suis persuadé que les étudiantes sont beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus performantes dans le système académique des études. Et on avait constaté dans les modules en entrepreneuriat qu'à l'issue des modules, elles se sentaient beaucoup plus capables d'entreprendre. Mais elles n'en avaient pas pour autant plus envie. Donc les éléments qui donnent envie, il y a l'attractivité des choses et puis les capacités. Comme je dis, ce n'est pas les fonctionnaires qui peuvent donner envie d'entreprendre. On a des contrats de travail pour 40 ans quand même. Donc à un moment donné, ce qu'on pouvait faire, c'est la capacité, même si ça ne suffit pas, il faut surtout donner envie. Donc il faut des témoignages d'entrepreneurs ou d'entrepreneureux. Mais le constat quand même qui m'avait le plus étonné, c'était de voir que les étudiantes se sentaient beaucoup plus capables, mais ça ne changeait rien sur leur envie d'entreprendre. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, la seule question, l'élément moi qui m'intéresse, c'est est-ce que demain, il faut dire au ministère de l'enseignement supérieur, il faut développer des modules en entrepreneuriat au féminin, spécifiques pour les étudiantes et autres, ou pas. Donc j'espère que tout à l'heure, il y aura les étudiants qui vont témoigner, et qui vont réagir dans la salle, et qui nous donneront des voix pour comment faire mieux pour que ces jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs aient envie d'entreprendre. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, et je crois que ce qu'on va retenir de ces assises de l'entrepreneuriat, c'est la création un petit peu de ce statut d'étudiant entrepreneur qui, je crois que c'est important de pouvoir inscrire dans un cursus le travail sur un projet. Aujourd'hui, ça se fait généralement toujours quasiment en temps masqué, et c'est vrai que si on reconnaît aujourd'hui dans les ECTS, donc c'est-à-dire dans les crédits que vous pouvez obtenir, le travail que vous pouvez faire sur vos projets, je pense que ce sera, un véritable plus dans ce qu'on peut offrir à l'université dans les parcours étudiants. Alors, on va, passer maintenant, au moment fort de cette soirée, c'est-à-dire à notre table ronde. Donc, je vais inviter les différentes participants, puisque je crois qu'on va avoir que des femmes autour de cette table. Je serai le seul homme à pouvoir poser quelques questions. Donc, je vais tout d'abord inviter, rejoindre nos 2 co-animatrices, donc Béatrice Frézal, qui pour l'INSA, et Sylvie Mira-Bonardel pour l'école centrale. Donc, je vais leur demander de prendre place chacune de 2 extrémités voilà, et voilà, de la chaise, oui, parce qu'après je crois qu'on va être juste en chaise. Donc ensuite on va accueillir Cécile de Quever, fondatrice de l'ONG BPI, je vais mettre ici, Audrey Barros, fondatrice de Expertise Crédit, Corinne Odo, fondatrice de Daily Diag, Christine Joder, gérante de Accompagnage Coviva. Donc là, on va dire qu'on est dans cette table ronde, on a on va se mettre tout simplement c'est plus simple pour pouvoir afficher les noms dans l'ordre. Donc, on a un groupe tout d'abord on va dire d'entrepreneurs expérimentés, c'est-à-dire qui ont déjà une trajectoire déjà assez solide de l'entrepreneuriat. Et puis, je vais appeler maintenant des entrepreneurs en devenir. Donc, Marion Bessaguet, qui est cofondatrice du projet cosmétique, l'INSA. Voilà. Ensuite, Amandine Prat, projet Petit Glouton, Institut Paul Bocuse, qui est l'Institut Paul Bocuse, qui a fait un master, Institut Paul Bocuse, qui a un master en partenariat avec l'IAE de Lyon 3, et Anna Dassy, qui est élève ingénieur à l'école centrale. Voilà, alors l'idée de cette table ronde, je vais changer de micro. Debout.
Oui, ça marche. Voilà, donc on va peut-être pour démarrer, donc avant de laisser la parole ou les questions à Sylvie et à Béatrice, je vais peut-être vous demander à chacune en 2 minutes de vous présenter, de présenter rapidement votre entreprise, votre parcours, et puis je dirais par rapport à cette thématique de la table ronde, qui est autour des idées reçues, bousculons les idées reçues. J'aimerais que chacune vous nous fassiez ressortir une des idées reçues que vous avez dû combattre ou surmonter dans votre parcours d'entrepreneur ou d'entrepreneur en devenir. Alors peut-être je vais commencer par, excusez-moi, j'écorche peut-être votre nom, Cécile Dequever. Voilà, donc je demandais tout d'abord Dequever de vous présenter rapidement votre parcours. Vous avez un parcours qui est très riche et très complexe, et présenter rapidement votre entreprise aujourd'hui. Alors, je vais juste corriger parce qu'en fait, je ne suis pas fondatrice de l'ONG BPW parce qu'elle a été fondée en 1920 par une avocate américaine. Moi, je me suis contentée d'essayer de remettre BPW en Rhône-Alpes il y a 2 ans. Donc, j'ai un parcours universitaire, faculté de droit classique, et puis après, école d'avocat. Donc, une formation universitaire il y a 20 ans qui, je pense, d'après ce que je vois aujourd'hui, n'avait rien à voir avec celle qu'on peut avoir aujourd'hui, et où on n'avait jamais de témoignages de professionnels, qui restait quand même très théorique. Et ensuite, un parcours d'école d'avocat où, là aussi, on vous apprend surtout à ne pas communiquer, à ne pas vous vendre, à ne pas, enfin, plein de gros mots qu'il ne fallait pas utiliser, et être simplement un bon juriste. Donc j'ai été avocate et en France, et puis après à Séoul en Corée du Sud, et de là je suis revenue pour créer le service juridique de LG en France. Donc je suis passée, comme on dit, en entreprise. J'ai quitté le cabinet d'avocat et j'ai dirigé le service juridique de la filiale de LG en France pendant quelques années. Après ça, je suis revenue dans la région dont j'étais originaire pour le groupe Casino, et puis après j'ai décidé de créer ma société d'avocats. Mais c'est pas venu tout de suite, et je me suis bien reconnue dans ce que disait Madame de la PCE sur le fait, voilà, que les femmes mettent du temps à se décider. Et typiquement, même si j'avais l'envie dès le début, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Et je pense qu'effectivement, cette prudence très féminine, elle joue souvent en notre défaveur. Donc j'ai mis à peu près 1 an et demi à 2 ans avant vraiment de créer ma société d'avocats, qui est une société d'avocats qui regroupe des avocats d'origine étrangère et qui en gros fait office de service juridique externalisé aux entreprises et qui les aide dans leur développement à l'international, donc, et dans la dimension biculturelle. C'est associer le juridique et le biculturel. Et parallèlement, j'ai donc recréé, parce que j'imagine que ça existait à une époque, l'antenne régionale de l'ONG internationale Business and Professional Women, BPW pour les intimes, qui défend l'égalité professionnelle depuis plus de 80 ans à l'ONU, au Conseil de l'Europe, où nous avons voix consultative, qui est là pour promouvoir les femmes, les soutenir, les aider à une meilleure représentation, une représentation égalitaire femmes-hommes dans la vie civile, politique, économique et jusqu'au plus haut niveau. Donc le principal frein auquel j'ai dû faire obstacle, ça a été d'aller contre ma formation. Comme beaucoup d'avocats, je pense, c'est-à-dire de se dire c'est important d'être un bon juriste, mais si on veut créer sa société, il faut effectivement accepter d'endosser l'habit d'entrepreneur et de manager. Et ça a été la même chose pour une association, c'est-à-dire qu'une association, effectivement, c'est quelque chose à but non lucratif, mais c'est aussi quand même une petite entreprise. Enfin, il faut quand même que vous attiriez des gens, il faut arriver à la faire vivre, il faut coordonner une équipe. Donc ça a été les mêmes questionnements. Moi j'ai remarqué 2 choses principalement sur les femmes, puisque dans notre association nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs, puisqu'on est vraiment un réseau de femmes entrepreneurs aussi. C'est que les femmes ont du mal à vendre et surtout elles ont vite la sensation de se vendre. Et je pense que quand on travaille comme salarié, on a cet écran de l'entreprise qui nous protège, qui fait qu'on est sécurisé et on n'hésite pas à être très efficace. Par contre, quand il s'agit de vendre son entreprise, on a vite la sensation de se vendre, on n'a plus cet écran protecteur et beaucoup ont du mal à faire le pas et à vraiment être efficace au niveau commercial. Et l'autre frein, et j'en terminerai avec ça, c'est le fait que du fait des stéréotypes, on a une place bien déterminée dans la société en tant que femme et que c'est extrêmement difficile de dire je veux prendre une autre place. Et par exemple en droit, vous citiez tout à l'heure le fait que droit, comptabilité, profession libérale, il y a beaucoup de création d'entreprises.
il y a très peu qui sont créés par des femmes, en tout cas en droit des affaires internationales, je peux vous dire que j'en connais pas d'autres, parce qu'on est habitué à voir, notamment les avocates, et profession extrêmement féminisée, plus de 60%, mais dans un rôle bien défini, collaboratrice en droit social, droit de la famille. Dès que vous sortez du cadre, vous surprenez. Et c'est difficile de se convaincre qu'on peut le faire et qu'on peut sortir des sentiers battus. Voilà. Merci pour cette première présentation. Il y a déjà beaucoup d'éléments dans votre présentation sur lesquels on va pouvoir rebondir dans quelques instants. Audrey Barros, donc, fondatrice de Expertise Crédit. Donc, je vous laisse présenter votre parcours. Alors moi, pour mon parcours, j'ai aussi un parcours universitaire. Donc j'ai commencé en fait par faire mes études. J'ai un UT Tech de Co. Ensuite, j'ai voulu travailler parce que j'en avais marre d'aller à la fac. Et puis entre-temps, je me suis dit, ce serait peut-être bien un peu de revenir à la fac. Et j'ai passé le DESS MPMO, donc qui enseignait ici. Donc, et c'est vrai que j'ai pas entrepris tout de suite après mon DESS pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Non pas parce que j'avais pas l'envie, parce que l'envie d'entreprendre, je pense qu'on l'a et elle est là, mais après, il faut qu'elle évolue. Mais il me semblait que moi, dans ma profession où je suis dans la finance entreprise, c'était plus intéressant d'avoir une expérience. Donc avant d'entreprendre, en fait, je me suis dit, aujourd'hui, je parle de finance. Donc j'ai créé une entreprise, on est spécialisé dans la recherche de financement et l'accompagnement des dirigeants. Donc je m'adresse à des banquiers, des avocats, on va lever des fonds, etc. Et il me semblait que pour avoir plus de crédibilité, et je ne regrette pas le choix que j'ai fait avant d'entreprendre, il fallait que j'aie une expérience pour avoir une crédibilité et savoir de quoi je parlais. Donc voilà, donc aujourd'hui, je dirais cette société. Par rapport à la question des freins, alors moi je suis désolée, mais j'ai jamais eu de frein. Pour moi, c'est le métier de dirigeant entrepreneur pour lequel il faut se former, se faire accompagner, mais c'est pas mon statut de femme qui m'a donné un frein. Voilà, enfin, c'est pas, pour moi, c'est une question qui évoque pas grand-chose, enfin pas les freins. D'autre part, je suis aussi la future coprésidente du Centre des jeunes dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce qu'on se forme justement au métier de dirigeant, qu'on soit un homme ou une femme. Et pour moi, ce message-là, il est important. C'est le fait des dirigeants aujourd'hui qui conditionnent notre statut et pas le fait d'être un homme ou une femme. Ouais. Merci Audrey. On va passer maintenant donc Karine Odo, donc fondatrice de Delidiag. Bonsoir, Corinne Odo. Donc pour le parcours, moi j'ai eu un parcours international, on va dire, qui a commencé avec une école de commerce. J'ai fait un DESS, j'ai eu la chance de travailler dans le jeu vidéo, de beaucoup voyager. J'ai créé une première société en Bolivie, dans les objets d'art de la table, certifiée FSC, une société qui n'a pas fonctionné. J'ai toujours pensé que j'avais envie de travailler pour moi. Alors pour moi, ça peut être seul ou à plusieurs. Enfin, aujourd'hui, je suis assez convaincue qu'à plusieurs, c'est mieux, parce qu'il faut beaucoup de compétences pour travailler dans une société. Et je pense que j'ai eu la chance de rencontrer deux autres personnes. Donc aujourd'hui, je suis cofondatrice de la société Delidiag. On travaille pour la qualité de l'environnement intérieur et on fait des tests dédiés aux particuliers pour tester la qualité de l'air intérieur, entre autres choses. Donc des sujets très intéressants qui ont de l'avenir. En tant que femme, je pense qu'on va pouvoir développer les questions de ce que ça apporte ou non par la suite. Donc je passe le micro. D'accord, merci Corinne. Passons maintenant à Christine Joder, donc, qui est donc, a créé il y a quelques années donc, Accompagnage Coviva, donc, et je crois dans l'accompagnement. Oui, bonjour. Donc, pour moi, ma formation, c'est ingénieur de l'École centrale de Lyon. La première partie de ma carrière, si on peut dire, ça a été de m'occuper de mes enfants. Donc, j'ai fonctionné beaucoup par envie. On disait, pour entreprendre, il faut des envies. Bon, j'avais envie de m'occuper de mes enfants. Ensuite, j'ai travaillé en tant que salarié. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu envie de créer une société. Donc, c'est Accompagnage, une société de service à la personne. On accompagne des personnes, du maintien à domicile chez les personnes, les particuliers. Combien de salariés ? 30 salariés. Voilà, donc on est déjà sur une structure qui a déjà pris un petit peu de taille, de volume. Oui, ça commence à avoir une certaine taille, oui. Et par rapport aux idées reçues que vous auriez pu avoir à surmonter ?
Les idées reçues, pas tant que ça, si ce n'est que créer quelque chose en partant de rien, enfin en ayant si peu d'antécédents finalement, c'était assez difficile, mais bon, j'y suis arrivée. J'avais travaillé, avant de créer cette entreprise, j'avais travaillé dans des secteurs complètement différents. Là, j'ai découvert les services à la personne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas pratiquées au départ. Un chef d'entreprise doit tout faire, à la fois la gestion, la comptabilité, les ressources humaines, un peu tout, s'y connaître dans le métier. Et c'est ça qui a été le plus dur au départ. Mais c'est aussi dur pour un homme que pour une femme. Voilà. Merci. Nous passons maintenant donc Marion Bessaguet, donc étudiante actuellement, donc je ne vais pas me tromper, à CPE. Oui, c'est ça. Voilà, à CPE, et donc travaille son projet avec des INSAliens. Oui, en fait, on est 2 porteurs de projet. Et donc, il y a 2 élèves de l'INSA qui nous ont rejoints pour nous aider dans notre projet. Donc, voilà, donc en fait, moi, je suis de formation, je suis élève ingénieur, donc chimiste à l'école de CPE Lyon. Et donc, j'ai découvert après l'existence de la filière ingénieur entreprendre à l'INSA de Lyon, à laquelle j'ai postulé avec donc, mon collaborateur et conjoint entre parenthèses. Et donc, nous avons été acceptés. Et ensuite, il y a eu donc une sélection de projets et notre projet a également été accepté. Donc voilà, après... 2 mots sur le projet ? Comment ? 2 mots sur le projet ? Oui, alors le projet, donc c'est un projet qui est dans le domaine des cosmétiques. Et donc en quelques mots, parce que l'entreprise n'est pas encore créée, donc je ne peux pas trop donner de détails, mais en quelques mots, c'est un projet qui consiste en la formulation et la vente de produits cosmétiques. Et en fait, le principe est de donner un peu plus de fun et de tendance au domaine du bio et du naturel, qui a une image assez vieillotte actuellement. Et merci. En ce qui concerne les idées reçues, je ne peux pas trop dire pour le moment, parce que je n'ai pas non plus des années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Mais on verra peut-être plus tard. Bon, on va en reparler dans quelques minutes. Amandine Prat, maintenant, donc voilà, vous avez terminé votre master il y a 2 ans de mémoire. Donc j'ai terminé mon master en 2010 et j'ai toujours su que je voulais être créateur d'entreprise, malgré que mes parents soient fonctionnaires, Monsieur Boissin. Donc vous voyez, tout n'est pas incompatible, hein. Ça peut marcher aussi. Voilà, donc depuis j'ai toujours souhaité créer mon entreprise, et depuis le mois de janvier, donc je travaille avec Henri Clavigeau, qui est ancien directeur du master de l'Institut Paul Bocuse et qui a dirigé aussi l'incubateur, et Claire Chabot, qui est fonctionnaire et psychomotricienne, sur un projet de traiteur pour bébés. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de proposer une alternative aux parents qui n'ont pas toujours le temps de préparer à manger pour leur enfant, en proposant vraiment des produits frais, de saison et adaptés à leurs besoins nutritionnels, puisque nous allons travailler avec une ingénieure agroalimentaire spécialisée en nutrition infantile. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de boucler le business plan et on espère s'implanter dès automne 2013 ou printemps 2014. Si j'ai bien compris, vous êtes vraiment dans la phase de création. On est dans la phase de création. Et le dépôt de statut, c'est pour demain, je crois. Et les statuts, c'est pour ce soir. Ce soir. Voilà. Très bien. Alors, on va terminer cette première présentation donc, avec Anna Dassy, donc, élève ingénieur à Centrale. Et vous avez la particularité d'être dans une école entreprise. Oui. Alors, donc, je suis à l'EPSA, l'écurie Piston Sport Automobile, qui est une école entreprise depuis 2011. Donc, en tant qu'étudiant, on est dans cette entreprise et on la dirige. On a 1 an. Enfin, moi, j'y suis pendant 2 ans. Moi, je suis directrice. Pour l'aspect technique, je suis directrice aérodynamique. Donc, je m'occupe de l'aérodynamisme de la voiture. Et pour l'aspect management, je m'occupe des partenariats. Donc, je cherche des sponsors. C'est moi qui va récolter de l'argent
sachant qu'il faut environ 100 000 € pour qu'on puisse construire notre voiture. Il faut. Donc moi, je vais chercher les partenaires. Et donc chaque année, on construit une voiture, on conçoit et on construit la voiture dans le but de participer à une compétition. Par exemple, cette année, on a fait le rallye de Monte-Carlo des énergies renouvelables. Et on a gagné le prix de la voiture qui rejetait le moins de CO2. Voilà. Et il faut préciser que je suis la seule fille et on est 20. Je suis la seule fille. Bien, donc nous avons à peu près bien vu vos parcours, vos trajectoires. Tout à l'heure, il a été question de modèles, puisqu'on disait que c'était important d'aller voir les jeunes filles et les jeunes gens dans les écoles pour servir de modèle. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu un modèle ? Et quel modèle, qui a joué ce rôle de modèle dans la création de votre activité ? Oui. Je pense que des modèles, il y en a plusieurs. On met beaucoup en exergue des gens qui ont changé le monde et le monde contemporain. C'est rarement des femmes, malheureusement. Je pense que si on médiatisait un petit peu plus ce que font les femmes, ce serait bien. Plus que dans les magazines féminins, ce serait pas mal. Dans des magazines plus économiques et des journaux plus nationaux. Mais on en reparlera notamment avec les associations. J'ai pas une figure pour ma part, mais je pense que ça donne envie à tout le monde que de voir des gens qui inventent et qui réussissent. Ça reste aujourd'hui des modèles qui font vie et qui permettent de se construire et d'aller de l'avant. J'ai pas un modèle en particulier, mais je ne sais pas. Moi, pour le coup, j'aurais plutôt des modèles, mais masculins. Désolée, mais... parmi mes expériences, j'ai rencontré 2 grands chefs d'entreprise qui ont vraiment dirigé de grosses entreprises, un dans le nord de la France et un sur la région de Saint-Étienne. Et eux, ils m'ont toujours dit que c'était possible de le faire, que ça demandait énormément de courage et surtout il fallait vraiment faire un choix et s'y tenir. Mais malgré tout, ils m'ont toujours encouragée et ça a été vraiment... peut-être pas des modèles, mais en tout cas des gens qui m'ont conforté dans mon choix de création d'entreprise. Est-ce que vous êtes toutes d'accord qu'il faut énormément de courage pour développer une nouvelle activité ? Vous n'avez pas l'air particulièrement d'accord. Non, moi je pense qu'il faut du courage, mais il faut surtout de la passion. Parce qu'à partir du moment où on a de la passion, moi j'ai vraiment créé par la passion pour l'entrepreneuriat, la finance, que c'est mon métier. Mais si on a de la passion, c'est comme tout dans la vie, et l'entrepreneuriat, c'est aussi une passion, ça donne beaucoup de courage. Voilà. Donc c'est plutôt savoir où on veut aller, savoir s'entourer. À partir de là, on va trouver toute l'énergie dont on a besoin pour pouvoir créer son entreprise. Enfin, moi, quand j'étais cadre dans la banque, j'avais plus de passion et du coup, j'avais plus de courage. Et le fait d'entreprendre, ça m'a redonné, ça m'a refait vivre ma passion et ce pourquoi j'avais envie de me battre. Et du coup, on a du courage. Est-ce que vous pensez qu'il faut partager ce courage, cette passion, soit avec des partenaires, soit dans des réseaux ? Est-ce qu'on peut la porter toute seule ou est-ce qu'il faut la partager ? Alors je pense que sa passion, oui, on peut la partager, ça c'est sûr. Déjà, on la partage au quotidien, on la partage avec ses partenaires, on la partage avec ses collaborateurs, on la partage avec ses clients. Et après, on peut en parler aussi, comme ce soir, c'est une occasion en fait de témoigner par rapport à cette passion. Donc bien sûr qu'il faut. Et après... je pense que les véritables entrepreneurs, la passion, si on la vit, elle se sent, elle se voit et on la transmet automatiquement. Vous voulez prendre le micro ? Moi, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut relativiser. On est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'aides qui existent. Il y a de très bonnes formations. Il y a l'EM Lyon, notamment, personnellement, que j'ai suivi, qui m'a beaucoup aidée. C'est un pays où, oui, il faut beaucoup de courage quand vous allez créer une entreprise... en Inde ou en Corée du Sud, par exemple, que je connais mieux, ou dans d'autres pays. Là, en France, on a quand même toute une batterie à notre service d'éléments qui sont là pour nous aider. Et puis, il y a surtout cette fabuleuse évolution qui est Internet et qui nous apporte
tellement d'informations et tellement de modèles qui font que finalement rien n'est impossible. La seule barrière qu'on se met, c'est une barrière psychologique. Il faut du courage pour quitter une situation confortable dans laquelle on peut être quand on est dans une grande entreprise et aller dans une situation qui est inconnue, donc moins confortable. Et sur les modèles, moi je me suis sentie beaucoup plus proche par contre de modèles féminins dans l'association notamment BPW, de voir des femmes avec des profils si différents qui se lançaient et pas forcément effectivement avec énormément de moyens. Donc c'est vrai, c'est une réalité. Les femmes se lancent souvent pour des entreprises qui sont beaucoup plus modestes et s'autocensurent, mais ça n'empêche que c'est bien et que ça permet de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir peut-être aller plus loin. Donc dans les réseaux féminins, souvent, ça permet une identification et de trouver des rôles modèles. Voilà. Alors justement, vous vouliez revenir sur le thème ? Juste pour ajouter que l'accompagnement est très très important, uniquement parce que créer une entreprise, ça demande beaucoup de compétences, alors qu'on a la chance de ne pas être seul et d'être complémentaire, c'est très très bien, mais il faut... On a certainement on a la certitude qu'on est capable de tout faire et que c'est nous qui maîtrisons notre sujet, mais l'accompagnement qu'on a en France, qu'on a la chance d'avoir, est très important, et ça, nous, on l'a découvert. On est incubé à l'EM, on est suivi dans le réseau Entreprendre, on a des parrains, ça prend du temps, mais ça apporte énormément de choses aussi, c'est un vrai soutien. Et les réseaux, tout comme dans le monde du salariat, les réseaux dans l'entrepreneuriat jouent aussi énormément et peuvent beaucoup aider. Donc ça, c'est certain. Maintenant, je pense que les associations de femmes, mais vous pourrez en parler. Qu'est-ce que peuvent apporter de plus les associations de femmes ? Je pense que c'est une bonne question par rapport à l'accompagnement mixte, on va dire. Je suis curieuse de savoir, si ce n'est d'être des porte-parole féminins, puisque effectivement les femmes ne se vendent pas suffisamment et ne sont pas assez sûres d'elles. Peut-être qu'on a besoin de voix. Est-ce qu'il y a parmi vous, mesdames, des membres d'associations féminines, d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs ? Oui. Effectivement, BPW, ça regroupe depuis l'origine des femmes entrepreneurs, des femmes professions libérales. À l'origine, ça s'appelait l'Union des professions libérales et des femmes commerçantes et indépendantes. Donc c'est vraiment ancré dans les gènes de l'association, effectivement, de regrouper des femmes entrepreneurs. Pour répondre à votre question, moi je suis toujours assez réservée sur les associations féminines, quelque part. Parce que je suis d'accord qu'il ne faut pas cliver les choses, et ça ne sert à rien de rester entre nous et pas sortir de notre milieu naturel et confortable entre femmes. Là où c'est important, ou en tout cas pour moi ça a été important, et j'ai l'impression peut-être pour pas mal d'autres femmes, c'est que c'est vraiment, ça aide à l'identification. Et ça aide à sauter le pas. Donc voilà, on se sent plus proche, on se reconnaît mieux, peut-être dans certains réseaux, on se sent plus à l'aise, voilà, on se comprend très facilement, donc ça aide à faire le pas. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, je pense qu'il ne faut pas uniquement se réserver à ces réseaux uniquement féminins, parce qu'on se prive de beaucoup d'échanges et de richesses, et ce qui nous fera avancer, c'est pas de rester uniquement entre nous et se dire oh là là, c'est pas facile, mais ça pourrait être mieux. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très solidaires et s'aider autant qu'on le peut. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez BPW, avec de la formation, avec du mentoring, et il y a plein de réseaux féminins, et le REF qu'on est en train de créer avec Claire et 10 autres associations va être quelque chose qui va, je pense, beaucoup aider les femmes de la région. Mais il faut aussi aller vers d'autres réseaux comme le CJD par exemple, qui sont de très bons réseaux, des incubateurs, voilà. Et il faut certainement pas se limiter à ça. Il faut l'accepter, mais il faut l'accepter comme une étape, je pense, et qui ne doit pas être exclusive. Et certainement pas se priver d'autres échanges et d'autres manières de fonctionner. Alors, au sein des trajectoires, vous nous avez parlé d'un échec. Comment on rebondit après un échec ? Je suis toute seule sur ce sujet. En fait, pour ma part, en tout cas, ce n'est pas évident d'accepter l'échec et de se dire bon ben là, ça y est, le projet s'arrête. Je pense que ma seule envie, c'était de recommencer autre chose. Ça a dû passer par quelques années de salariat entre-temps, mais voilà, il y a eu un deuxième projet, une deuxième société, qui est la société actuelle. Donc je pense effectivement que
vous le disiez tout à l'heure, il y a une fibre de l'entrepreneuriat. À mon avis, pas uniquement. Il y a aussi juste d'avoir une envie, d'avoir un fil rouge dans la vie et d'essayer de le suivre. Être entrepreneur, c'est pas que compliqué. Et il faut pas que ça le soit. Il faut que ça reste quelque chose d'accessible. Il faut qu'on le développe, à mon sens. Et en tout cas, si c'est quelque chose d'important, on y revient toujours. Et moi, la deuxième société, en plus, mais ce qui est devenu une deuxième société, mais un petit peu tombé sur la tête. Donc c'était peut-être de la pensée positive qui, à force, a abouti à une deuxième rencontre et une deuxième création qui se déroule bien. Voilà. Bien, alors pour répondre à Jean-Pierre Boissin, Anna, est-ce que vous pouvez nous dire si le fait de participer à une entreprise école vous donne envie de créer votre entreprise après l'école ? Non. Enfin, moi je pense que je ferais, oui, je créerais une entreprise si j'ai l'idée qui me mène, si je sais que si le projet me passionne. Mais pour le moment, j'ai pas d'idée qui me passionne et je connais pas des amis qui m'ont donné des idées qui me passionnent pour faire avec eux. Mais sinon, je pense que si un jour j'ai cette idée, je le ferai. Parce que oui. Mais je crois que j'ai pas encore cette envie-là. J'ai pas l'idée qui mènerait à le faire. Et donc pour vous, comment vous est venue l'idée ? Alors, pour moi, ça fait quand même quelques années que j'ai l'envie d'entreprendre, mais effectivement, je n'avais pas l'idée. Et puis un beau jour, l'idée est venue. Et c'était l'année dernière, et c'était en fait un hasard. J'ai envie de dire, on discutait donc avec mon collaborateur, et il se trouve que de fil en aiguille, on a commencé à se monter une idée, on s'est dit ça serait bien. Et puis en fait, on a totalement dérivé et on est arrivé à totalement autre chose, mais l'idée nous plaisait et c'est là qu'on a appris l'existence. Au début, on ne pensait pas forcément se lancer concrètement, mais on a appris l'existence de la filière ingénieur entreprendre et c'est ça qui nous a vraiment poussé à entreprendre et à nous lancer en fait. Sans cette filière, on n'aurait peut-être pas eu l'audace de se lancer. Tu entends ? Des filières entreprendre. On n'aurait peut-être pas eu l'audace de se lancer parce que déjà on était encore dans les études et pour nous il restait encore un an avant d'être diplômé. Donc et puis il faut quand même gagner de l'argent aussi. Donc il y a toutes ces petites inquiétudes et du coup voilà, donc la filière ingénieur entreprendre nous a vraiment poussé à entreprendre finalement. D'accord, alors vous parlez d'argent, je pense que l'argent aussi, vous avez tous été confrontés à ce problème de financement. Est-ce que pour vous c'est un problème ? Est-ce qu'il est facilement surmontable ? Comment vous avez résolu vos problèmes de financement ? Dans notre projet en fait, on n'en est pas encore à aller voir les financeurs, donc c'est un peu difficile de répondre. Bon, moi j'ai eu peu de problèmes de financement parce que la société que j'ai demande peu d'investissement, c'est surtout de la main-d'œuvre. De par ma situation, je suis mariée, j'ai un mari qui gagne bien sa vie, donc c'est vrai que le risque financier n'était pas énorme. Par rapport à d'autres, j'avoue que j'ai eu de la chance de ce côté-là. Alors moi, je peux vous parler du financement parce que c'est mon métier, donc j'accompagne des créatrices auprès de banquiers ou des dirigeantes. Aujourd'hui, c'est pas forcément un frein. Par contre, il faut être lucide. C'est ce que je leur expliquais tout à l'heure. Quand on est une femme divorcée avec 3 enfants et qu'on va demander un prêt à un banquier, c'est plus compliqué que si on est marié avec un mari qui gagne bien sa situation, etc. Donc c'est vrai que, mais sinon il n'y a pas plus de difficulté pour une femme de tenir des financements si le projet il est fondé, si elle a un peu mis d'argent de côté, enfin si tout est cohérent, c'est pas parce que c'est une femme que le banquier va moins accorder de crédit. Après c'est dans les cas exceptionnels, mais qui serait aussi la même chose si c'était un homme. Par contre c'est vrai que créer, quand j'ai créé l'entreprise, j'étais cadre dans la banque, j'ai très bien ma vie.
Donc j'ai quitté la sécurité d'emploi, j'ai quitté un bon salaire et j'ai pu le faire aussi parce que mon mari était là et qu'il avait une bonne situation. Donc j'ai créé sereinement parce que j'avais pas la pression financière. Et c'est vrai que les premières années de création, enfin moi vu que j'ai fait le choix en fait d'investir dans ma société et de recruter, et ben les premières années j'ai pas gagné ma vie. Donc je pense que pour qu'un projet puisse réussir, il faut quand même bien appréhender l'aspect financier et se dire que la création d'entreprise, c'est pas rien. On a la responsabilité de soi-même et ensuite on a la responsabilité d'autres personnes si jamais on recrute, quoi. Donc je pense que c'est comme tout dans la vie, un projet, ça se prépare. Alors après, quand on sort peut-être des études, on en parlait ensemble tout à l'heure, on n'a peut-être pas la même configuration personnelle, donc on fait des choix différents. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge et plus on a des contraintes familiales, financières, etc., du coup, ça recule peut-être le choix de créer. Mais c'est pas le fait d'être une femme, en tout cas, que face à des banquiers, on va avoir plus de difficultés pour trouver un prêt. Ça, ce sont des fausses idées. Alors justement, sur ce sujet, qu'est-ce que ça a comme avantage d'être une femme entrepreneur? Et puis, je poserai la question dans l'autre sens. Quel avantage ça a, ce métier-là, pour une femme? Pour ma part, je pense que il n'y a pas vraiment de différence à faire entre les hommes et les femmes. Après, évidemment, une femme, si on veut trouver des différences, on peut toujours en trouver. Une femme, ça peut être plus apaisant, de nature plus apaisante qu'un homme, mais et peut-être plus sensible. Mais après, je pense que chaque personne a ses qualités et ses défauts, et peu importe que l'on soit un homme ou une femme. Je pense que si on a l'envie d'entreprendre, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, on a toutes les chances d'y arriver. Donc je pense que après cela peut dépendre des domaines. Par exemple, moi dans le domaine des cosmétiques, ça peut être un avantage d'être une femme. Mais après, voilà, moi c'est... Moi, je pense que ça change les choses. Parce que, mais plutôt à notre avantage, je dirais. J'ai l'impression que, comme il y a moins de femmes qui créent, on est plus surpris par leur façon de fonctionner. Donc c'est plus difficile pour la concurrence, des fois, de savoir comment elles vont réagir. Et puis surtout, vous le disiez tout à l'heure, les femmes ont la réputation de mieux réussir dans leurs études, d'être plus sérieuses et tout ça. Et moi, j'avais même l'impression, pour avoir échangé avec divers entrepreneurs, c'est que, bon, c'est vrai qu'on a des projets qui sont de plus petite dimension. Donc, au niveau financement, c'est des projets beaucoup moins capitalistiques. Donc, au final, on est toutes dans des secteurs, souvent des services qui font pas des besoins d'appel de fonds énormes, voire, dans mon cas, franchement interdits par la déontologie. Mais, inversement, j'avais l'impression qu'avec des banquiers, justement, ce côté un peu rassurant des femmes pouvait nous servir. Fiabilité, sérieux, pouvait être un atout plus qu'un frein. Donc moi j'ai l'impression que c'est plutôt un avantage, que ce soit pour l'image un peu de sérieux des femmes, qui n'est pas usurpée, ou pas totalement, et puis pour cette façon de réagir qui peut être assez différente, et peut-être qu'on est des fois là où on ne nous attend pas. Et dans votre vie personnelle, est-ce que c'est un avantage d'être entrepreneur par rapport à un job de salarié? Moi, c'est ce que je voulais vous dire, en fait. J'ai pas forcément trouvé d'avantage d'être femme dans le fait d'être entrepreneur. Pour moi, je me sens dirigeante, entrepreneur, homme ou femme, ça change pas mon statut. Par contre, je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie de femme. Et ça, c'est important aussi parce que ça rejaillit aussi sur le fait que dans l'entreprise, on pilote bien l'entreprise. Si on se sent bien personnellement, une entreprise qui va bien, il faut que le dirigeant il aille bien. Et moi, quand j'étais dans la banque, en fait, j'étais très malheureuse parce que j'ai 3 enfants et je ne pouvais pas prendre du temps pour mes enfants. Parce qu'il fallait toujours que j'en réfère à à des patrons souvent hommes, parce que dans la banque, dans les postes à haut niveau, il y a peu de femmes qui ont leurs femmes à la maison, donc ils ne comprennent pas que le soir, nous, on a envie de rentrer ou qu'il y a des moments importants où on a envie de participer et d'être là avec ses enfants. Et en fait, de devenir, quand j'ai créé mon entreprise, ça m'a poussée à la création quelque part. J'ai créé par passion, mais aussi pour le fait de pouvoir gérer mon temps et du coup d'être équilibrée personnellement. Et aujourd'hui,
je suis une femme, j'en parle avec mon mari, ma famille, etc. Et j'ai retrouvé cet équilibre personnel qui me permet d'être vraiment épanouie et qui me permet d'être une bonne dirigeante. Donc en fait, pour moi, ça a été un cercle vertueux que je ne retrouvais plus dans le monde du salariat. Donc ça m'a vraiment permis d'équilibrer ma vie de femme. Mais qui peut l'être aussi pour un homme, parce qu'au CJD, on travaille là-dessus, sur le bien-être des salariés, sur le bien-être des dirigeants. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, une des préoccupations des hommes du CJD, c'est justement de travailler sur le bien-être, en fait, parce qu'ils ont compris que ça rejaillissait sur la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est une question aujourd'hui, peut-être que les femmes se posent, parce qu'il faut gérer plus de choses, et ça, c'est un état de fait. Et même si les choses évoluent dans ce sens, les femmes participent encore un peu plus qu'un homme, et ça, c'est pas mal, c'est juste un état de fait. Mais aujourd'hui, ce qui est important de se dire aussi, c'est que le bien-être de l'homme ou de la femme, c'est vraiment des sujets d'actualité, et du coup, ça va arriver, je pense, à harmoniser en fait ce rivage homme-femme, et petit à petit à rééquilibrer les choses, mais ça prend un peu de temps. Alors, à quelques heures de déposer les statuts, comment est-ce qu'on a réfléchi, est-ce que vous avez réfléchi à la maternité, à une vie de famille La maternité, j'en suis pas encore là, mais non, ce que je voulais dire par rapport à la vie personnelle, c'est que moi, à l'inverse, alors ça vient aussi du fait peut-être que je suis jeune, c'est que c'est franchement pas évident. Non, alors je voulais jeune entrepreneur, on va dire que... j'ai fini mes études il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que quand on fait le choix d'entreprendre et qu'à côté de nous on a des amis dont certaines gagnent très bien leur vie, qui ont un appartement, qui évoluent dans leur carrière, et nous, pour le coup, quand on dit on est jeune, on entreprend, on ne prend pas de risque, nous on prend quand même le risque de jouer aussi notre carrière, parce qu'on n'a pas forcément, si ça échoue, l'expérience derrière pour après peut-être retrouver un emploi. Et c'est vrai que c'est des choix qui ne sont pas toujours évidents à faire, et surtout à tenir. Moi actuellement, en même temps que je crée l'entreprise, j'ai un autre emploi qui est vraiment un job alimentaire. Et c'est vrai que les deux sont difficiles à gérer, et des fois, j'avoue, je me dis, mais pourquoi tu te compliques la vie comme ça? Et puis finalement, c'est ça aussi qui donne la motivation, en disant... Maintenant que je suis partie, maintenant que je suis engagée, il faut aller jusqu'au bout. Et puis justement de bosser à côté aussi, ça renforce l'idée que je veux surtout être ma propre patronne et plus forcément bosser pour d'autres boîtes. Alors est-ce que tout ceci fait réagir dans la salle? Des réactions? Oui. Là. Oui, Bernadette Sauzet, donc pour France Active en Rhône-Alpes. Moi, nous finançons les entrepreneurs et les entrepreneurs, notamment avec un outil qui s'appelle le Fonds de garantie à l'initiative des femmes. Et quand je vous entends, mesdames, vous vivez quand même dans un monde un petit peu particulier. Nous, les femmes qu'on finance, France Active en finance 2500 par an avec le FGIF, elles n'ont pas tout un mari qui a un bon salaire, et elles ont des difficultés avec le banquier pour obtenir un emprunt bancaire, parce qu'on leur demande justement si elles ont un mari qui va se porter caution. Alors qu'à leur mari, quand ils ont voulu créer une entreprise, on ne leur a pas demandé s'ils avaient une femme qui allait se porter caution pour elles. Donc ça, c'est quand même une différence culturelle sur laquelle dont il faut avoir conscience. Et ces outils, le Fonds de garantie à l'initiative des femmes existe depuis 20 ans, 30 ans, et ces outils sont utiles, et les femmes qui créent leur entreprise avec nous disent, pour moi ça a été un signal, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui existait pour moi, j'ai pas de mari, ou mon mari il a une situation qui lui permet pas de se porter caution, ou je n'ai pas besoin d'avoir l'aval de mon mari pour créer mon entreprise. C'est aussi psychologique, c'est-à-dire que si je veux créer mon entreprise, je ne demande pas l'autorisation à mon mari, il me l'a pas demandé lui, ou il me la demanderait pas. Donc c'est dans cette situation-là, je retrouve un petit peu avec mademoiselle là, qui vient de s'exprimer sur les petits gloutons, que j'ai pas forcément retrouvé, et que nous on vit au quotidien avec les femmes qu'on accompagne, et en général les femmes ont moins d'apport personnel que les hommes au démarrage de leur entreprise,
parce qu'elles n'ont pas la même carrière que les hommes avant. Elles ont élevé leurs enfants, donc elles n'ont pas eu des salaires aussi élevés. Enfin, c'est des constats statistiques. Donc nous, l'idée dans le réseau France Active, comme dans le réseau Initiative France aussi, c'est de leur dire financez bien votre entreprise dès le départ, allez chercher les réseaux d'accompagnement, les réseaux de financement, renseignez-vous de partout, comme vous le disiez toutes d'ailleurs, être accompagné c'est important, parce que démarrer bien financé, ça permet de consolider son entreprise. Mais voilà, la situation que vous exprimiez tout à l'heure, moi je ne la retrouve pas tout à fait dans la même proportion dans la réalité. L'une de vous veut réagir? N'a pas de mari ou pas de mari riche? Moi, j'ai pas de mari riche, mais c'est un très bon mari quand même. Et pour autant, non, mais c'est vrai que l'émancipation de la femme, c'est assez récent, hein, notamment sur le plan financier en France. Je vous rassure, c'est pas mieux dans d'autres pays européens, voire pire. Moi, je suis des organismes comme le vôtre, ils sont essentiels. Et c'est vrai que c'est sûrement, vous avez une vue certainement bien plus globale que nous. Il n'y a pas de règle, hein. De toute façon on fait comme on peut, et puis c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans des secteurs d'activité souvent où ce n'est pas des besoins de financement énormes. Donc qui s'auto-censure, ou est-ce que la censure vient de l'extérieur parce qu'on anticipe le fait qu'on va avoir du mal à obtenir des financements, donc du coup on ne se met pas dans des activités qui requièrent je ne sais pas. Mais en tout cas le fait est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des entreprises avec des budgets qui ne sont pas énormes. Je voulais juste te dire sur l'équilibre, on voit bien dans ce que vous disiez d'ailleurs et ce qu'on dit toutes, c'est cette question toujours très prégnante, très forte, de l'interdépendance entre la vie personnelle et la vie professionnelle chez les femmes. Moi, il n'y a rien de tel qui m'exaspère autant que les conférences, et on ne l'a pas fait aujourd'hui, et merci, quand on vous demande, alors, on vous présente en vous disant, alors vous êtes madame machin, donc vous êtes mariée, vous avez tant d'enfants, et ensuite vous êtes entrepreneur. Ça, effectivement, c'est important. C'est extrêmement important et extrêmement difficile d'arriver à concilier les deux. Pour autant, on est quand même dans une génération où ça s'équilibre de plus en plus. Et il y a aussi des réseaux. Il y a un réseau dont j'espère les jeunes ont entendu parler, qui vient aussi des États-Unis, qui s'appelle les Mompreneurs. Et d'ailleurs, elles viennent de se constituer à Lyon. Et ça répond à la question de l'équilibre dont vous parliez, vie professionnelle et vie personnelle. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles ont une première grossesse, c'est ce mouvement qui est venu des États-Unis, se créent leur entreprise parce que ça apporte une souplesse énorme, parce que vous êtes votre propre patron. Donc, il y a des schémas de plus en plus connus, partagés. Il faut essayer de prendre ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans pour effectivement avoir cette passion qui est plus que nécessaire pour pouvoir avancer et pouvoir contrer les problématiques qu'on rencontre matérielles, telles que le financement. Et encore une fois, savoir se saisir de tout ce qui existe en France et qui est énorme, et il faut en avoir conscience. Alors moi, je veux juste rebondir parce que je peux difficilement ne pas rebondir à ce que vous avez dit. Comme je vous disais, les projets bien préparés, même si on est une femme, voilà, c'est pas... Le projet, s'il est bien préparé, s'il est cohérent, le banquier financera. Et après, il y a plein d'aides qui existent. Malheureusement, enfin, moi, je connais votre organisme de caution. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup de mal à le faire passer en banque parce que souvent, les banquiers le connaissent mal. Donc, du coup, et le problème, il vient de là. Donc, il y a une bonne communication à faire auprès des banquiers. Mais si le projet, il est cohérent, aujourd'hui, il y a RDI. Enfin, l'apport, les femmes, si elles se renseignent et si leur projet, elles vont trouver des aides. Alors après, il ne faut pas que le projet soit disproportionné, sinon ça ne passera pas. Mais après, c'est une question de logique. Et enfin, moi, je suis difficilement d'accord avec ce que vous dites. Si le projet est cohérent, qu'on a su trouver les aides, etc., on arrivera, enfin, elles arriveront à trouver le financement. Après, il ne faut pas non plus mettre certaines personnes en difficulté. Et des fois, ce qu'on dit est aussi une réalité. Et quand on crée une entreprise et qu'on est seul et qu'on a des enfants et qu'on n'a pas de soutien, si jamais on ne peut pas se payer et qu'on est seul, c'est quand même difficile aussi, il faut en avoir conscience. Je suis d'accord avec vous sur le fait que les projets cohérents arrivent à trouver un financement, mais que les femmes en général n'ont pas les cautions personnelles, le patrimoine. Du coup, cette garantie qui est trop mal connue des banquiers, bien sûr, et que RDI, qui est notre représentant sur Lyon, développe, sert à remplacer ces cautions personnelles et ce manque de patrimoine. Mais on ne financera, et le projet trouvera sa solution s'il est bien préparé et équilibré. Je suis complètement d'accord avec vous.
Je voulais juste ajouter, parce que je vous en ai parlé, il y a un article qui est paru aujourd'hui dans Dynamique entrepreneuriale sur des jeunes qui viennent de créer leur entreprise pendant leur master, leur année à entreprendre. Et c'est très bien fait, c'est un petit article d'une page qu'on trouve sur Internet qui explique pourquoi au contraire il faut créer quand on est étudiant. Alors que, comme vous le disiez, c'est quand même un sacré risque à prendre, effectivement, de savoir qu'on s'assoit sur une carrière, et Dieu sait si en France on aime bien avoir des carrières bien balisées, bien officielles, avec des titres de noblesse jusqu'à la 7e génération où tout le monde a fait HEC et compagnie. Mais donc c'est un risque à prendre, mais en même temps ils expliquent très bien, ces jeunes, parce qu'ils en sont persuadés, qu'ils se sont fait une expérience tellement énorme, eux-mêmes, personnelle, que ça leur a donné d'autres atouts. Mais il faut qu'ils en aient conscience, il faut qu'ils en soient persuadés. Effectivement, ça implique une force de caractère énorme, je pense. Et Michel Coster, qui est là, qui nous avait raconté cette histoire, vous savez, des 2 jeunes femmes à l'EM Lyon là, qui ont créé, et pareil, qui ont extrêmement bien rebondi et qui se sont fait une expérience. Et puis après, peut-être que je vais vous laisser en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement motivant, je pense, pour les jeunes. Juste 2 mots, puisque tu m'invites, Cécile. Oui, deux jeunes femmes qui avaient créé une entreprise qui n'a pas pu aller au bout. Une a continué jusqu'à la revendre à un grand groupe, et puis la deuxième est sortie du projet à ce moment-là. Elle n'a eu aucun problème, alors qu'elle n'avait jamais été salariée de sa vie, elle n'a eu aucun problème pour retrouver très très rapidement un job de responsabilité dans un grand cabinet de conseil, un deuxième cabinet de conseil. Elle a créé son entreprise, et un des critères, je parle pour vous, puisque j'ai été un peu surpris, mais vous connaissez encore pas toutes ces expériences de jeunes femmes, un des critères de recrutement, c'était vous avez créé une boîte et on va vous embaucher parce que vous avez créé une boîte. Donc, ayez confiance en ça aussi. Alors, il y a une question qu'on s'est posée. On parle d'entreprise, mais on s'est dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Stevette Jobs ou Henriette Branson? Pourquoi la taille des entreprises créées par les entrepreneurs n'est pas multinationale, etc. Alors là, non, là, je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est une idée reçue. Alors soit, prouvez-moi que c'est pas vrai, soit trouvons des explications. Faut-il vraiment créer de grandes entreprises? Moi, je veux bien prendre la parole là-dessus. Je pense qu'il y a 2 choses. Ce qu'on évoquait précédemment, c'est qu'effectivement, les femmes sont quand même très impliquées dans leur vie privée et qu'il faut peut-être les décharger un petit peu. Donc, il faudrait peut-être créer des structures qui prennent en charge. Alors, quand on n'a pas... Je pense que de plus en plus, effectivement, les papas sont présents, prennent le relais, sont à la maison, nous dégagent du temps. Ça nous permet aussi de nous investir. Il y a peut-être des choses à créer. Aujourd'hui, il existe, heureusement, les crèches, tout un tas de choses. Il y a peut-être d'autres choses à inventer pour dégager du temps à la famille. Et voilà, ça c'est juste une réflexion. Ensuite, je pense que sur l'idée de ne pas être un Steve Jobs, c'est que les femmes n'ont peut-être pas pour certaines pas cette envie d'aller aussi loin. Moi, je parlais tout à l'heure de slow business. Quand on parle de slow food, je pense que les femmes ont peut-être une façon différente d'imaginer l'entreprise et c'est bien qu'elle puisse exister aussi comme ça. Parce que l'entreprise, c'est pas forcément que être Steve Jobs et gagner des millions et tout réinventer. Il en faut, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est aussi de dire, peut-être, je parlais des médias tout à l'heure et je me dis qu'il y a peut-être des femmes qui sont aussi grandes que Steve Jobs, mais qu'on les connaît pas. Je citais précédemment la directrice de Yahoo aujourd'hui, dont on parle, mais qui est toujours un petit peu remise en cause. Il y a aussi du déficit d'image de la femme quelque part. Donc je pense que médiatiquement, il y a des choses à dire et à faire autour de l'emploi, de l'entrepreneuriat au féminin. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais les femmes sont assez discrètes et on ne pense pas forcément à les mettre en avant parce que l'économie, c'est encore très masculin. Il y a la mairie de Lyon qui va lancer pendant la quinzaine de l'égalité en Rhône-Alpes, c'est peut-être d'ailleurs le conseil régional, pendant 15 jours en octobre, la quinzaine va être sur le thème « Le pouvoir a-t-il un sexe ?» Parce qu'effectivement, la relation des femmes au pouvoir, elle est quand même très particulière. Et quand vous dites pourquoi il n'y a pas de femmes dirigeantes de grandes entreprises, alors en ce moment, il y en a une qui fait beaucoup parler d'elle, c'est Sheryl Sandberg,
de Google, qui a écrit un livre, et ça peut être un vrai rôle modèle. Elle est extrêmement inspirante quand vous l'écoutez, très dynamique. Mais je pense que les femmes ont une relation au pouvoir qui est différente, et comme vous dites, elles ne sont peut-être pas attirées, et aussi parce que c'est dur. Enfin, je pense qu'on en a conscience au fond de nous. On sait que c'est dur. Alors est-ce qu'on est prête à tous ces sacrifices? Est-ce qu'on est prête à une certaine, des fois, violence ou à des codes qui ne sont pas forcément les nôtres ou ceux dans lesquels on se retrouve? Moi, personnellement, c'est l'explication que je me donne en me disant, voilà, on n'a pas la même attirance pour le pouvoir, on n'a pas la même façon de voir les choses. Puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que la grande entreprise, c'est un mythe quand même très franco-français. Hein. Aux États-Unis, la start-up est beaucoup plus sexy que la grande entreprise. Mais c'est vrai qu'en France, quand on crée une entreprise, on a tout de suite tendance à se dire quand est-ce qu'elle va être grande et quand est-ce que je serai reconnue en tant que telle. Mais bon, il faut peut-être arriver à voir les choses un peu différemment. D'autres réactions? Je voudrais quand même rappeler que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque en 1970. Donc ça fait à peine 40 ans. Donc on n'est pas si mal lotis finalement 40 ans plus tard. Juste un point, dans vos échanges, vous distinguez deux paramètres. Il y a la condition d'être femme dans la société et la féminité, la manière d'agir en tant que femme. Et je pense qu'il y a évidemment beaucoup du débat a été sur la condition sociale presque, ou sociétale d'être une femme, et ce que ça peut mettre comme entrave, ou parfois même comme singularité, et donc parfois comme avantage. Et puis aussi la façon d'entreprendre, vous venez de l'évoquer, c'est-à-dire en tant que femme, c'est une énorme généralité sur la moitié de l'humanité, c'est quand même assez gonflé de faire des généralités à ce point. Parce qu'on pourrait dire aux hommes, la façon dont les hommes entreprennent, on pourrait dire non, on entreprend de manière très différente. Mais on sent bien qu'il y a une dimension féminine qui est difficile à démontrer. D'ailleurs, les études ne sont pas si claires que ça. Mais je pense qu'on peut aussi la voir chez les hommes. On en parlait avec Michel. Je pense que la féminité aussi chez l'homme dans la manière d'entreprendre, et peut-être qu'il y a des femmes qui, elles, vont être davantage dans l'effet de démonstration, dans la conquête. Mais on peut dire qu'effectivement, statistiquement, on va avoir plutôt une façon d'entreprendre typée féminine qui va être assez particulière, dans laquelle effectivement la taille n'est pas forcément un objectif, mais comme on l'évoquait ensemble, plutôt un équilibre, une harmonie, voilà, quelque chose qui est satisfaisant. Et c'est pas forcément la dimension ou le pouvoir exercé sur une quantité de choses ou de gens qui satisfait cette aspiration entrepreneuriale. Et reconnaître ça comme légitime et ne pas être un sous-entrepreneur parce qu'on a une entreprise de plus petite dimension, c'est déjà un vrai pas que vous allez nous permettre de faire, c'est-à-dire en venant interroger l'entrepreneuriat par d'autres modèles. Ce que je crois qui est intéressant avec plus de femmes entrepreneurs, c'est qu'elles viennent percuter, au lieu d'essayer d'imiter des modèles masculins, et d'essayer de s'y conformer de manière difficile parfois et même un peu frustrante, c'est de venir percuter le modèle masculin, et que sans doute des hommes seraient très heureux de voir que leur propre modèle, auquel ils mettent une bonne part de féminité, sera reconnu. Et se dire, je suis un homme, on a fait une étude il y a un certain temps sur la dimension des entreprises, et on dit aux hommes, vous avez des boîtes innovantes, elles ont été aidées, finalement elles ne sont pas de si grande taille, presque ils s'en excusaient. Non, en fait ils ne souhaitaient pas avoir une entreprise de grande taille, mais ils s'en excusaient presque parce qu'ils n'avaient pas la performance reconnue sociétalement. Peut-être que des femmes entrepreneurs qui vont venir interroger les modèles vont permettre aussi à des hommes d'assumer un peu mieux un schéma qui aujourd'hui est un peu mis sous le boisseau. Alors, c'est ce que m'inspirent vos remarques, et je pense que c'est un modèle qui intervient. Juste une chose à laquelle je pense à vous écouter. Je parlais tout à l'heure de slow business, et c'est pas que propre aux femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire moi, cette année, j'ai pas fait plus 10, mais ce que j'ai fait, ça me suffit. Et j'en vis très bien comme ça. Et ça, je pense que donc je l'associe au modèle féminin, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément dans la course au million à l'échalote. Et puis, on n'a pas forcément les mêmes envies. Je veux juste ajouter une petite anecdote qui rejoint l'image de la femme. J'ai été en Corée du Sud pour mon travail dans le jeu vidéo, et puis les Coréens... on passe la journée ensemble, et le soir ils sont très embêtés parce que forcément on dîne ensemble, et là ils sont très très ennuyés parce que je suis une femme, et en fait normalement en Corée du Sud on va au restaurant, puis après on va au bar à filles, boire des coupes et voir les filles. Avec moi c'était un petit peu plus compliqué, donc on a dû changer de programme, et puis ils sont rentrés plus tôt, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi juste pour illustrer le fait que peut-être que nous, effectivement, passer 15 heures au travail et puis le soir encore sortir avec les collègues, c'est pas un modèle qui nous attire. On a plutôt envie de rentrer, donc on va faire les choses différemment. Et je pense que ça, il faut le respecter, qu'il ne faut pas forcément suivre le modèle masculin. Il faut jouer de la complémentarité, mais on apportera peut-être
pas la même chose au business et peut-être que ce sera moins bon économiquement, mais ça peut ouvrir des voies et apporter d'autres choses. Quand j'étais en Corée, je vous rassure, les hommes français n'étaient pas plus enthousiastes à l'idée de sortir avec leurs collègues coréens et c'était un vrai problème pour les Français. Mais ceci dit, la place de la femme en Corée est un sujet ô combien délicat. Sur ce que vous venez de dire, ça me faisait penser, je ne sais plus si c'est à l'EM quand on en avait parlé, à ce modèle danois. Le modèle danois de l'entrepreneuriat au Danemark, ils n'ont pas cette ambition de la grande entreprise. Ils doivent tous être des femmes au Danemark, je ne sais pas. Ils veulent tous l'équilibre professionnel, personnel. Et ils sont vraiment dans cette démarche entrepreneuriale d'harmonie que je retrouvais bien dans vos propos. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie richesse, on le sait, à être effectivement quand même différent, même si effectivement on peut difficilement faire des généralités. Et que c'est vrai que les couples qui créent, souvent ça porte beaucoup, moi c'est le cas, c'est vrai que mon conjoint m'aide énormément et c'est très intéressant parce que c'est complémentaire et c'est là où je disais tout à l'heure, les réseaux féminins c'est bien, mais il faut certainement pas se limiter, je me tire un peu une balle dans le pied, mais il faut vraiment aller et se mélanger et essayer de trouver quel est. Ce qu'il faut aussi, c'est pas se dire voilà, le modèle, il est là et je veux atteindre ça. C'est vrai que les objectifs, le business plan, c'est très important. Mais il faut arriver à identifier, et ça c'est plus facile un peu avec l'âge, quelle est notre capacité, notre véritable envie pour arriver à véritablement atteindre un objectif faisable et qui soit effectivement au maximum en harmonie avec ce qu'on peut être et ce qu'on peut faire. Oui. Bonjour, Sophie Deschlet-Troy. Je suis avocat et je voulais rebondir sur ce que disait Alain Asquin. Je trouve très intéressant la complémentarité, notre témoignage, enfin notre expérience à mon associé qui est à côté et moi en est la preuve puisqu'on est un cabinet de 13 associés et sur les 13 associés on est 6 femmes. On est tous égalitaires, les 13, en droit des affaires. Donc il n'y a pas que du droit de la famille, hein. Il y a aussi du droit des affaires. Et on est tous égalitaires en voix, en part, etc. Et je peux vous dire que c'est très intéressant quand on a des réunions d'associés, parce qu'on dirige à 13, de voir la complémentarité qu'on a et l'apport qu'on a, nous, les femmes, sur justement ce regard qui est totalement différent. Cette approche, effectivement, on n'est pas intéressé par le pouvoir, mais par contre, on est là aussi pour gérer parfois des conflits dans la médiation, on travaille beaucoup sur la CNV, la communication non violente, sur ce genre de choses. Par contre, les hommes nous apportent parfois une impulsion, une envie d'aller de l'avant, alors que nous, effectivement, on est peut-être plus en retrait sur un certain nombre de choses, on est plus prudente. Et je trouve que cette direction collégiale à égalité homme-femme est passionnante et je ne me verrais pas aujourd'hui diriger une entreprise qu'avec des femmes où je trouve qu'au contraire on s'enrichit les uns les autres. Bonjour, je m'appelle Janice Byrne, je suis ancienne doctorante à IM Lyon et maintenant je suis chercheuse professeur à ISEG, School of Management. En fait, je m'intéresse en termes de recherche sur tout ce qui touche l'égalité homme-femme et surtout les femmes entrepreneurs. Par contre, un truc qui me frappe, c'est ce discours, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, Moi, j'ai un problème avec ça, vraiment. Et en tant que professeur, avec mes étudiants, je trouve que c'est dangereux, en fait. Et quand on parle de mompreneur, pour moi, le statut de mompreneur, c'est aussi très dangereux. Parce que, pour moi, le problème, si on écoute Carol Sandberg, c'est l'individu, c'est pour nous à changer. Mais en fait, c'est aussi pour la société à changer. Et en termes de tout ce quand on parle aujourd'hui, oui, on parle au niveau individu, mais on parle moins d'importance au niveau société. Et qu'est-ce qu'il faut changer? Et justement, c'est quand on parle de la société, il faut penser le fait que le statut mompreneur, par exemple, ça légitimise le fait que c'est normalement la maman, la femme, qui va s'occuper des enfants. Et c'est très bien, c'est super, on peut être entrepreneur et en même temps, ça nous aide à gérer notre vie familiale. Bah, super. Non, parce que... Et c'est pour ça, justement, avec mes étudiantes, toujours, j'insiste sur le fait que non,
c'est pour nous deux de gérer ce problème. Ok, il ne faut pas nier le fait que la société aujourd'hui, c'est plutôt la femme, c'est son responsabilité, c'est plutôt les enfants. Mais en même temps, pour l'avenir, il faut qu'on ait conscience que c'est dangereux de toujours parler que comme les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes vont être plus sensibles, c'est mieux pour garder des enfants. Tout ce genre de discours, je trouve que c'est dangereux et ça ne nous aide pas à avancer en tant que femmes dans l'entreprise ou en tant que femmes entrepreneurs. Oui, moi je pense que c'est dangereux de dire ça. C'est vrai par contre que la situation est comme ça. Et que, enfin, bon, les femmes, bon, moi je suis une des plus âgées de cette tribune, et c'est vrai que j'ai vécu dans un monde au départ où il y avait surtout les femmes qui s'occupaient des enfants. Hein. À partir de là, il faut avancer. Donc c'est vrai que celles qui sont dans cette situation essayent de faire autre chose en plus, mais en donnant envie à des jeunes femmes d'entreprendre aussi, on fait avancer les choses. Je vois qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes ici, même si ce n'est plus. Donc les hommes de maintenant, les étudiants sont intéressés par cette situation-là, et puis ils sont prêts à entendre un discours. Ils sont prêts à prendre des responsabilités comme les femmes dans la famille pour laisser les femmes prendre des responsabilités en dehors. Hein. Moi, je voudrais juste dire, je pense qu'on est véritablement dans un monde en mutation. Il y a une mutation qui s'opère au niveau de nos sociétés, au niveau du rapport homme-femme, au niveau de tout un tas de choses qui font notre économie. Et en fait, je suis très optimiste, même si on parle beaucoup de crise, mais pour moi, c'est de la mutation, c'est pas de la crise. Et je suis optimiste dans le sens où les rapports aujourd'hui changent. La place de l'homme et de la femme, ils commencent à s'équilibrer. Alors, c'est pas encore gagné, mais je trouve qu'on a quand même bien progressé. Et du coup, ça me rend optimiste parce que je me dis que ça va permettre justement aux femmes de plus oser, parce qu'elles arrivent à mieux trouver leur place, parce que aussi la place dans l'entreprise, la place dans la famille, petit à petit, on est en train de muter ou de muer ou je sais pas. Mais du coup, ça laisse vraiment de la place pour que chacun puisse entreprendre. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est la prise de conscience dont on a besoin aujourd'hui. Et cette mutation, elle est un peu longue parce que ça touche différents aspects. Ça touche l'économie, ça touche nos salariés dans l'entreprise. Mais moi, aujourd'hui, quand je discute, j'ai des jeunes collaborateurs. Et quand je vois le temps qu'ils prennent pour les loisirs qu'on ne comprenait pas, le temps qu'ils prennent pour faire des choses à la maison, petit à petit, ça va s'installer. Et du coup, le rapport entre hommes-femmes, et je pense que dans 50, 60, 70 ans, on rigolera de cette conversation qu'on aura pu avoir tous ensemble, parce que petit à petit, les choses, elles s'installent, et c'est ce qui est important en fait. Ce qui est important, c'est de voir que les choses s'installent. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des femmes ici, alors qui ont déjà créé ou qui vont créer, qu'il y a des choses à l'université qui se passent, et je pense que même si les jeunes n'y créent pas tout de suite, et bien mine de rien, on plante des graines qui vont pousser. Ça rassure parce que moi, j'ai créé après, et j'étais rassurée parce que j'avais des bases que j'ai eues en MPMO, et je me suis sentie moins seule quand j'ai créé. Et petit à petit, c'est chacun en contribuant à tout ça qu'on va arriver à changer notre économie, à changer nos mentalités, avec des femmes qui viennent témoigner sur l'entrepreneuriat pour dire oser, c'est vrai qu'il faut du courage, mais en même temps on y trouve un épanouissement, on y trouve, il y a de la passion, et puis du coup on est très heureuse de ce qu'on est, et petit à petit, à mon avis, on va arriver à faire bouger les lignes, et moi c'est ce qui me motive aujourd'hui à être là ce soir et à continuer à entreprendre et à en parler autour de moi. Moi, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. On sait bien que, effectivement, l'idée, c'est certainement pas de dire les femmes sont comme ça. Enfin, on le disait, on ne va pas faire des généralités. On est d'accord là-dessus. Simplement, il y a une réalité. Il y a une réalité qui fait qu'il y a moins d'un tiers de créateurs qui sont des créatrices, moins d'un tiers. Il y a une réalité qui fait que en France, on a 28% de différence de salaire, 10% pour les jeunes femmes qui démarrent, 40 et quelques pourcents, 44% quand on est à la retraite.
Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais sauter une étape, je vais passer directement, moi mon objectif il est de créer une grande boîte et c'est pas à moi de m'occuper de mes enfants, il y a mon mari qui peut tout en le faire. Je crois que c'est des mouvements comme les mompreneurs ou des entreprises modestes comme sont les nôtres, c'est une étape nécessaire, intermédiaire, pour que les femmes puissent commencer à s'imaginer peut-être autres entrepreneurs dans quelques années. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'égalité, j'ai un discours moins positif que vous parce qu'on a beaucoup d'études à ce sujet. Il ne faut pas croire qu'on y est arrivé loin de là. On a calculé qu'on n'y serait pas avant 2050 au rythme où on avance à l'heure actuelle, voire on régresse sur certains plans. Donc il faut en avoir conscience. Il faut aussi prendre compte que les choses évoluent. On est tous d'accord pour le dire que les choses évoluent bien. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, cette crise n'est pas forcément une crise, c'est une mutation. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Ralph Babou sur la révolution 3W. Il dit que le 21e siècle va être marqué par 3 éléments qui vont vraiment révolutionner les choses. Premier W pour le web, le deuxième pour weather, et le troisième qui, à mon avis, il était le premier dans sa tête, c'est woman. Et je pense qu'effectivement, ces 3 éléments vont changer beaucoup de choses. On ne parle même pas de 50% de la population, puisque que ce soit en France ou aux États-Unis, on est 51 ou 52% de femmes. Donc on est même une majorité. Donc moi, ça m'exaspère quand on parle de femmes comme d'une minorité visible. Mais voilà, on le sait, ce qu'on fait pour la société et pour que les choses changent, on fait les choses à notre échelle, petit à petit, et puis des fois un peu moins petit à petit, on essaye de faire porter une voix. Notamment, c'est ce qu'on fait nous à l'ONU, au Conseil de l'Europe. Je vais laisser la dernière question donc, à Mme Yaya pour 100 000 entrepreneurs. Oui, merci beaucoup. Donc moi, effectivement, je suis la déléguée régionale d'une association 100 000 entrepreneurs qui envoie des chefs d'entreprise, des entrepreneurs dans les classes, collèges, lycées pour partager leur expérience entrepreneuriale. Et quand une femme témoigne, les premières questions qu'elle a, c'est est-ce que vous avez des enfants? Ah bon, vous avez des enfants, alors qui les élève? C'est sûr, les femmes sont toujours frappées que ce soit les premières questions qui leur soient posées. Jamais on les pose aux hommes. Et souvent, la réponse, c'est sur cet aménagement de leur temps de travail, etc., qu'elles puissent un peu choisir leur emploi du temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas des avantages dans votre famille à être entrepreneur, même si on travaille beaucoup, même si on a moins de temps, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que dans votre famille, est-ce qu'il n'y a pas des bénéfices justement pour votre entourage à être avec une entrepreneure? Moi, je rigole toujours à cette question parce que j'ai 3 filles. Alors, autant vous dire qu'à la maison, c'est la reine des Amazones. Donc, il y a plein de bénéfices. On a instauré une espèce de... Voilà, c'est le règne des Amazones. Donc, on en a toute puissante à nous dispenser sous ce prétexte d'inégalité homme-femme, au fait qu'on est naturellement dispensé des tâches ménagères. Donc, il y a l'avantage du fait que moi, j'ai l'impression que mes filles, c'est pas seulement un discours qu'elles voient, c'est une véritable action et c'est une autre image de la femme. Et quand dans leur village, au fin fond de la Loire, il y a un garçon qui vient la voir en lui disant tu dégages de là parce que moi j'ai envie de jouer au foot et puis les femmes ça sert qu'à faire la cuisine, et qu'elle lui répond toi tu devrais faire gaffe parce que dans quelques années on va avoir une place qui va te faire tout bizarre. Je me dis tiens, c'est marrant, il y a quand même quelque chose qui passe. Et voilà, l'avantage c'est de donner un autre modèle à mes filles et j'espère plein d'autres jeunes femmes pour imaginer notre demain. J'espère qu'on arrivera surtout quand même à trouver un équilibre, une cohésion pour qu'effectivement on ne rentre pas dans des schémas et qu'on ait la sensation d'avoir fait tomber des stéréotypes. Ça, ce sera vraiment une grande avancée. Oui, après juste sur les modèles, c'est normal que les enfants, enfin moi j'interviens aussi dans les lycées et en effet ils posent cette question, mais c'est normal, c'est le modèle qu'ils ont en fait depuis, et c'est pour ça que je disais que j'étais optimiste. Je sais bien que l'égalité n'est pas là, mais aujourd'hui ce qui est positif c'est que ça change, et ça c'est une réalité, ça change. Donc du coup, après, si nous à la maison, moi, mon fils m'a dit hier, mais il me dit maman, je comprends pas, qu'est-ce que tu vas raconter demain? Il me dit, c'est quoi cette question? Lui, il ne comprend pas. Pour lui, c'est normal parce qu'au quotidien, il voit qu'on est bien, qu'on est épanoui, qu'on parle de notre boulot, comme je parlerais d'un autre travail. Parce que pour moi, être dirigeant d'entreprise, c'est un job en fait. Donc du coup, ça ne change pas le quotidien. Et justement, c'est en montrant ces modèles-là à nos enfants, c'est ce que vous disiez, c'est petit à petit qu'on va arriver à faire bouger les lignes. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que les mentalités ne changent pas comme ça. Mais c'est quand même positif de voir qu'on avance.
Moi, je voudrais juste dire qu'effectivement, il y a quand même le confort de disposer de son temps, plus ou moins comme on veut, parce qu'on ne fait pas non plus que ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi d'autres rencontres que celles qu'on pourrait faire dans un travail salarié, peut-être. Plus de rencontres, en tout cas. On est plus amené que dans un travail salarié à voir des profils différents, des gens différents et des gens qui entreprennent. Ça veut aussi dire, forcément, quelque part, de l'innovation, alors pas que l'innovation technologique, mais oser des choses, faire des ouvertures. Et ça, c'est forcément des choses qui nous enrichissent, qu'on ramène à la maison et qu'on peut partager. Mais je voudrais quand même faire un petit lien avec le salariat, parce que je pense qu'il y a aussi une vie salariée qui peut être agréable. Il y a aussi des gens qui s'épanouissent dans le salariat et que, voilà, on peut aussi ramener... Alors, bémol sur les amplitudes horaires et la souplesse de ce qu'on peut faire de son temps. Mais dans le salariat aussi, il y a des choses qui sont très épanouissantes et qu'on peut partager. Moi, j'aurais eu une question, par contre, je ne sais pas si je peux me permettre, mais vous parliez de ce que vous faisiez à la suite des études pour amener les jeunes vers l'entreprise. Je trouve ça très bien, parce qu'il y a beaucoup de choses techniques, effectivement, quand on crée une société. Il y a les BP, donc on peut être accompagné, mais il faut avoir tous ces bagages et les outils, on les apprend. J'aimerais savoir ce que vous faites de l'envie et des idées, comment vous le travaillez, ça. Donc moi je travaille plus, je coordonne le travail des autres. Et en plus cette question-là, elle me gêne beaucoup parce que c'est bien le problème que j'ai toujours eu, où j'ai moins travaillé dessus en tant qu'enseignant à Grenoble, ce que j'ai fait, c'était justement sur la créativité. Alors moi après je suis très aidé, un peu reçu, c'est pour ça que je m'exprime pas trop. C'est-à-dire que j'avais constaté quand même que les étudiants qui n'avaient pas de formation technique, par exemple, sur les filières techniques de sciences, la créativité spontanée était quand même il y avait plus d'éveil sur de mettre de la technique dans des projets, même de création d'entreprises fictives. Donc ça, je pense que c'est un enjeu énorme. C'est-à-dire, et alors ça veut dire la transversalité. Donc là, il faut mettre un gros coup de pied dans le système de formation français, qui est très cloisonné. Alors on espère que l'entrepreneuriat, ça va être peut-être l'occasion de dire, par exemple, s'il faut sensibiliser, je sais pas, à Lyon, il doit y avoir au moins 100 000 étudiants, ils doivent être au moins, je ne sais pas combien, de dizaines de milliers en premier cycle, que si on fait ça par discipline, établissement, machin et tout, à organiser, il y en a pour 15 ans. Donc il va falloir organiser des journées, se lâcher, c'est-à-dire dire il y a les 3 jours d'entrepreneuriat à Lyon ou à Grenoble pour avoir des économies d'échelle, de moyens, faire venir des entrepreneurs, etc. etc. Et qu'effectivement, il faut faire du pluridisciplinaire, c'est-à-dire mélanger les étudiants entre eux selon leur... Enfin, pas rester dans le système actuel. Autrement, vous avez des étudiants qui font de la gestion, je vais prendre cet exemple-là que je connais le mieux, ils rentrent en IUT de gestion, ils finissent à Bac+5 en gestion, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme créativité ? Je le dis d'autant mieux que je suis ici à l'IAE et que je suis dans un IAE. Donc à un moment donné, si on veut qu'il y ait de la créativité, il faut qu'on fasse rencontrer des étudiants de gestion avec des étudiants... Bon, ça se fait déjà, il y en a qui l'ont fait dans des programmes, mais on le fait sur ce qui est possible de faire pour 30 étudiants dans le programme HEC Entrepreneur, je vais prendre cet exemple pour ne pas parler de Lyon. Après, il faut qu'on m'explique comment on fait pour le décliner pour 2,4 millions étudiants. Donc ça, effectivement, c'est une excellente question, donc je n'ai pas la réponse. Et la deuxième, c'était pareil, et je l'ai perdu, mais qui... Alors, il y avait la question de la créativité, et la question de l'envie, parce que j'ai Alors l'envie, c'est pareil, voilà. L'envie, c'est... Alors moi, je le dis avec beaucoup de provocation, c'est pour ça que je commence partout. Maintenant, je vais en expliquant que moi, j'ai un contrat de travail de 40 ans, ça me va très bien, j'ai toute la liberté que je veux en étant professeur d'université, mais effectivement, l'envie, l'attractivité et tout, c'est d'abord vous. C'est-à-dire qu'il faut que les étudiants rencontrent aussi... On a fait des enquêtes, alors c'est très décrié dans notre milieu académique, mais sur l'intention entrepreneuriale, qui ne préjuge en rien de ce que les étudiants feront, mais ce qui sort sur des échelles de valeur, c'est-à-dire comment vous voyez votre carrière professionnelle et comment vous voyez un chef d'entreprise. Et ça rejoint ce qui vient d'être dit dans les questions, ou sur les femmes, comment vous faites avec vos enfants pour entreprendre, c'est que pour les jeunes, entreprendre, ça veut dire travailler plus, être plus précaire, en France, je parle. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Nous, le même questionnaire, les étudiants américains, vous répondez, il y a plus de sécurité d'emploi quand on est entrepreneur. Mais parce que le droit du travail n'est pas le même aux États-Unis qu'en France. Donc il y a quand même des idées aussi fortes, c'est-à-dire que les fonctionnaires, être enseignant, par exemple, c'est très bien pour une femme pour élever des gamins. Moi, j'ai une mission, je suis 2 jours à Paris, je suis ce soir à Lyon. Je ne suis pas sûr que ma femme trouve ça formidable que je sois... bon.
Donc après, on peut décliner n'importe quelle profession avec des conditions de travail, y compris qu'on s'impose ou pas soi-même, parce que moi, personne ne me demande d'être là encore ce soir. Mais donc sur l'histoire de l'envie, à mon avis, là, il y a un besoin aussi de mettre les étudiants, enfin les étudiants, je parle surtout des étudiants, mais les jeunes en général, aussi en situation. C'est-à-dire, il y a des choses, j'ai découvert, parce que je ne suis pas du tout à l'origine, que je découvre grâce à cette mission, c'est qu'il y a par exemple des journées très jeunes dans les lycées de mettre un jeune en situation pendant 24 heures avec un chef d'entreprise. Donc ça, c'est des éléments qui ont été développés, mais c'est de faire connaître tout ce monde-là et tout l'intérêt d'être entrepreneur en termes de mode de vie, d'autonomie, d'indépendance, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas enseigner. Donc ça, oui, c'est une remise en question lourde. Ça veut dire que moi je vais vous donner que cette anecdote et qui ne sortira pas d'ici. C'est que j'ai dit il n'y a pas longtemps, on va faire un master entreprendre, enfin pour les gens qui veulent entreprendre, y compris ils auront une formation pendant 1 an et ça leur permet de garder une couverture d'étudiants pendant leur projet. Et ils vont être accompagnés par des structures externes, et puis y compris comme pour un stage, il y aura un tuteur enseignant. Et j'ai dit ça dans un cabinet, et j'ai dit, mais il n'y aura pas de cours. Alors qu'on est en train de développer le numérique sur les cours. On m'a dit, mais s'il n'y a pas de cours, ça ne peut pas être un master. Et j'avais trop parlé, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je le dise. Il ne fallait surtout pas que je dise que les cours, à la limite, ça serait des cours du soir, s'ils ont envie, où ils s'inscriront dans d'autres formations. Mais que c'était d'abord et avant tout, parce qu'ils avaient déjà un bac plus 5, on n'avait pas encore les formés. Donc sur l'envie et sur la créativité, sur les idées, etc., personnellement, je trouve que c'est les enjeux où il y a le plus besoin de l'extérieur. Merci Jean-Pierre. On va s'arrêter sur ces derniers propos. Je voulais d'abord toutes vous remercier au nom de l'Université Lyon 3 et puis des 3 écoles qui étaient à nos côtés, donc M Lyon avec Michel Coster, l'INSA avec Béatrice Fiesal et l'École Centrale avec Sylvie Mira Bonardel. Donc je crois qu'on peut les applaudir pour cette...